Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour notre deuxième journée de travaux sur cette formidable thématique Ensemble, regard international sur l'éducation inclusive. Après donc une journée bien chargée hier, nous avons deux autres tables rondes qui seront le plat principal, si j'ose dire, de cette matinée de travaux. Mais pour commencer et pour me mettre un peu dans l'ambiance, je vous demande d'accueillir avec moi le réalisateur de documentaire Philippe Fontana. Le voici, ça sera les premiers applaudissements du jour. Venez Philippe. Je salue aussi au passage donc, nos traducteurs en langue de signes. Je vois que nous avons changé des têtes. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour Philippe, ça c'est pour vous. Donc Philippe, vous avez, on va se mettre ici un peu au milieu, comme ça tout le monde nous voit bien. Vous avez réalisé pour l'ONICEP cet office d'information sur l'orientation des élèves. Vous avez réalisé 15 petits films. Racontez-nous comment ils s'appellent ces films, cette série, et quel était le but de cette réalisation. En fait, la série est constituée donc de 15 portraits. Au départ, c'est à l'initiative de Carole Sollet, qui est responsable du service vidéo de l'ONICEP, qui était accompagnée par Hélène Legault, qui est responsable de la question du handicap à l'ONICEP. Avec votre voix douce, voilà, vous n'avez pas la même voix que moi, donc mettez un peu plus proche le micro. Et donc, dans ce contexte, l'idée, c'était de créer un corpus avec un certain nombre de portraits qui donnerait à voir le parcours de jeunes avec différentes situations de handicap, que ce soit un handicap psychique, moteur, que ce soit un handicap de naissance ou un handicap lié à un accident de la vie. Et à chaque fois, ce qu'on a essayé de faire, c'était à la fois de raconter le parcours scolaire, mais aussi le parcours intime et personnel, et de donner la parole aussi aux personnes qui accompagnaient ces jeunes. D'abord parce qu'on pensait que c'était important, parce que c'est jamais la question du handicap, c'est pas seulement jamais une question seule, une question seule, et surtout de donner à voir des parents, des accompagnants, et de leur donner la parole pour à la fois toute cette tribu qui se forme autour d'une personne en situation de handicap pour qu'elle puisse avancer sur son parcours scolaire. Vous vouliez ajouter quelque chose? Sinon, on va regarder un extrait d'un de ces films. Non, bah, parfait. On y va. Donc, on a l'histoire du jeune Paul, vous allez voir, qui fait une formation en alternance. Donc, on va voir ce petit film. Et nous, on s'assoit là, comme ça. On ne dérange pas. Je m'appelle Paul, j'ai 18 ans. Je suis en CAP alternance en vente, c'est-à-dire je fais une semaine en cours, pour apprendre, et une semaine en entreprise pour le travail de vendeur. Excusez-moi, ça c'est une adaptation des récits de la Bible en fait? Oui. En grande section, l'institutrice s'est rendue compte qu'il quittait le groupe, qu'il allait se nicher dans des livres, qu'il se bouchait les oreilles quand il entendait du bruit, qu'il n'avait pas beaucoup de contact avec ses amis, qu'il était seul sur la cour de récréation. Et donc, l'institutrice m'a demandé de faire divers bilans qui ont été faits et qui ont conclu un problème de trouble envahissant du développement. Donc, Paul souffre du syndrome d'Asperger, qui est un trouble de la communication. Une fois que le diagnostic a été posé, à ce moment-là, on a mis en place une prise en charge spécifique qui avait pour but essentiellement d'aider Paul à acquérir ce qu'on appelle les habiletés sociales, c'est-à-dire la communication avec l'autre, voir ce que l'autre attendait de lui et se comporter comme un enfant, je dirais, classique en société. À partir du CP, ça a été un peu mieux. Et j'ai continué ce parcours normal puisque ça marchait bien pour moi. Les cours, je les suivais parfaitement, mais avec l'aide d'une AVS, donc d'une auxiliaire de vie scolaire, qui m'aidait parfois quand il y avait besoin, quand j'ai besoin d'aide pour certains détails, comme quand ça marchait pas ou que voilà, etc. Et qui pouvait aussi me conseiller. Il n'avait pas de problème de comportement, ce qui fait qu'il n'était pas violent, donc il a pu suivre un cursus classique.
À l'issue de la 4e, les notes décrochent, il a du mal à suivre, on demande plus de réflexion à Paul et il fonctionnait très bien avec du par cœur même un petit peu savant, poussé, mais du par cœur. Et à partir du moment où on lui demande de réfléchir, d'analyser de l'implicite, là il bute beaucoup et l'école me convoque et me demande de voir ailleurs. Et là, j'ai trouvé une place dans une école qui a une classe Ulysse. Alors, dans cette classe, Paul bénéficiait d'un encadrement particulier, puisqu'en fait, déjà, il y avait, je crois, un enseignant plus une AVS collective pour l'ensemble de la classe et des intervenants variés, une orthophoniste, une art-thérapeute. Au bout de 4 ans, l'établissement l'a orienté vers un CFA, Centre de formation pour apprentis, et il y est depuis septembre dernier. Pour les ouvriers. D'accord? Donc, qui se souvient, première photo, donc premier document. Regardez, devant vous, là. Paul prépare chez nous donc un CAP EVS. Donc, ça veut dire employé de vente en magasin spécialisé. Donc, c'est pas un vendeur directement, mais c'est un jeune qui va aider à la vente, qui va renseigner, qui va s'occuper du réassort des produits, du maintien de l'état marchand du rayon. d'Amélie Poulain. Alors, il y a des scènes qui ont été tournées. Des personnes en situation de handicap, on en a déjà accueilli, mais c'est vrai qu'on n'était pas forcément encore habitué, même si on l'a déjà fait de manière ponctuelle, mais pas habitué à avoir un travail aussi important avec une équipe accompagnante. Le document numéro 3, c'est les machines qui viennent à l'homme. Notre intervention se fait vraiment à l'interface dans le suivi de Paul, de l'entreprise, du centre de formation et de la famille. Ce qui est important, c'est aussi de comprendre aussi Paul dans son rapport justement, qu'est-ce qui va le perturber dans son environnement par rapport à des aspects qui peuvent être des aspects de confiance en soi, mais aussi des aspects cognitifs. En manga, il faut remonter les piles absolument là. Tout au long de la journée, je te missionne là-dessus, d'accord? Voilà, parce que là c'est le nerf de la guerre là pour en ce moment en librairie. Alors, Paul est arrivé il y a 7 mois à peu près, et donc il est en charge, non pas en charge, mais en tous les cas, il s'occupe du secteur jeunesse avec la libraire qui est responsable du secteur. Et donc Paul, une fois tous les 15 jours, aide la responsable du secteur à ranger les livres, à maintenir ce rayon en ordre, voilà, et à accueillir les clients principalement. Vous voyez pas le prix, attendez. Moi je vais vous dire parce que moi non plus je le vois pas. Je regarde pour eux. 14,90 €. Merci beaucoup. La nouveauté pour Paul, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Pour Paul, tout est nouveau à chaque fois. Donc il faut reprendre, il faut expliquer pourquoi, et puis il ne faudra pas hésiter à revenir plusieurs fois sur un point. Paul reste quand même quelqu'un qui aujourd'hui encore a besoin de temps pour justement absorber ces nouveautés qui arrivent. Paul a énormément d'atouts. C'est un garçon qui est patient, qui a une qualité d'écoute incroyable, qui a beaucoup de richesse personnelle. On sent que Paul a un univers à lui, il a ce goût de la parole et de la relation qui, je trouve, est formidable. Ce sera un énorme atout pour Paul. Et puis, il y a aussi beaucoup de joie qui se dégage quand il est à la librairie. Je l'ai entendu souvent rire avec des clients. Il a un visage qui est beaucoup plus heureux qu'il n'y a quelques mois. Paul, il a beaucoup de choses à vivre, certainement. Là, son avenir, je le sens. Enfin, je n'ai aucune inquiétude. Aucune. Je ne sais pas, moi. Je n'y étais pas. Où ça? Hier. Hier? Hier. Hier? Hier. Hier? Re-hier. Ah, hier? Encore hier. Tous les deux ensemble. Hier? Hier. Non, ensemble. Hier. Voilà. On crée nous-mêmes dans notre propre pièce de théâtre, notre propre pièce de théâtre, c'est-à-dire c'est pas une pièce d'un auteur particulier comme ce qu'on connaît, mais justement c'est une pièce qu'on crée nous-mêmes. Ce que j'aime bien moi de voir chez Paul, c'est le voir arriver à se mettre en colère, à dire des gros mots et prendre du plaisir à ça. Ce qui, je pense pas qu'il ose trop faire au quotidien, et chez les ados c'est quand même un passage un peu normal de le faire ça.
Donc moi j'aime bien cette idée-là, de lui laisser cet espace de création en lui disant ici c'est possible, éclate-toi. Il est ultra léger ce sac. C'est pas très normal. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Enfin, ultra léger, tout est relatif. Il est léger là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-dessus? Bah, je me dis, c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup de séances de rééducation, tel orthophoniste qui me connaît depuis 10 ans. Mais je me rends compte que, vu mes 18 ans, je me rends compte que j'ai quand même changé parce que j'arrive quand même malgré tout à m'intégrer dans la société, à créer des liens amicaux et puis à être bien à l'aise, puisque je me rends compte que même si j'ai le syndrome d'Asperger, j'ai quand même des capacités à faire certaines choses. Bébé. Très joli d'exemple, encore un de ces parcours qui nous donne envie que ça arrive à d'autres enfants d'être si bien accompagnés et d'arriver à s'épanouir. Philippe, ce qui reste à nous dire, c'est où on trouve ces films pour ceux qui veulent voir donc les 15 films donc de cette série Histoire d'avenir. Alors, on peut les retrouver sur le site de l'ONICEP TV, sur ONICEP. ONICEP, hein, j'appelle quand même ONISEP.tv ou .fr. Voilà, et il suffit de taper handicap et dans la section handicap, vous allez retrouver Il y a donc ces 15 films à libre d'accès, libre de droit aussi. On peut s'en servir pour les montrer pour des formations et d'autres. Je crois que oui. Sous réserve. C'est l'auteur qui le dit, donc on dit non, on va non, dire libre de droit. L'auteur n'est pas responsable. Mais je crois qu'on peut. Je sais pas, est-ce que. Non, si vous voulez vous en servir d'un autre cadre que le cadre strictement personnel, il va peut-être passer un coup de téléphone à l'ONICEP pour être sûr qu'il soit libre de droit. C'est très important toujours pour utiliser du matériel digital d'une façon correcte. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait ces films. Merci. Au revoir, Philippe Fontana. Et c'est la modératrice de la troisième table ronde de notre colloque, dans la première table ronde d'aujourd'hui, qui va nous expliquer pourquoi elle a tenu à ce que nous voyions ce film. Elle est depuis 2018 déléguée ministérielle de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap pour le ministère de l'Éducation et elle assure aussi la responsabilité de la cellule Aide Handicap École. Merci d'accueillir Isabelle Briand. Bonjour Isabelle. Il y avait le gris qui était déjà de toute façon allumé. Voilà. Mais bien sûr. Voilà. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors racontez-nous pourquoi vous avez tenu à ce qu'on regarde ce film sur le jeune Paul? Oui, alors effectivement, ce film parle de la formation professionnelle, hein, c'est son objectif. Ça nous semblait intéressant de toute manière puisque cette matinée aura un versant insertion et formation professionnelle à son terme. Mais on a souhaité le mettre en moment inaugural de la matinée parce que, en fait, alors c'est surtout l'intention de nos intervenants étrangers, parce qu'en fait, on a à travers le parcours de Paul la présentation pratiquement de l'ensemble des modalités de scolarisation qui peuvent être proposées à un élève en situation de handicap en France actuellement. Si on reprend le parcours qui est très bien décrit dans ce film, on a d'abord un élève qui entre à l'école maternelle, qui a la chance quand même de tomber sur une enseignante suffisamment formée et suffisamment expérimentée pour être sensible à des signes d'alerte et qui est suffisamment diplomate aussi pour engager la famille à amorcer une démarche de bilan et de recherche de diagnostic. Et on sait, ça a été dit hier, à quel point le diagnostic précoce est important pour que les prises en charge les plus adaptées, les mieux adaptées soient mises en place. On a ensuite un élève qui continue sa scolarité. On peut imaginer que le diagnostic se poursuit. On voit qu'il y a des rééducations autour de lui. On évoque une orthophonie, on évoque diverses rééducations. Et puis, cet élève poursuit sa scolarité. Il est toujours scolarisé en classe ordinaire, en milieu ordinaire. Et à un certain moment dans sa scolarité, c'est au niveau du cycle 3, intervient un personnel chargé d'aide humaine, donc un accompagnant d'élèves en situation de handicap, un AESH, qui va être là pour... je trouve intéressant parce qu'il explique très bien ce que cet AESH avait à faire auprès de lui, le rassurer, l'aider à se concentrer, l'aider à se recentrer. C'est-à-dire qu'on voit bien la valence, l'enseignant responsable des adaptations pédagogiques et l'AESH responsable de la mise en œuvre de ces adaptations dans la classe. Ensuite, Paul continue son parcours. La maman évoque
des difficultés qui deviennent un peu plus importantes au moment de la 4e, et une orientation vers une ULIS, donc unité localisée pour l'inclusion scolaire. Je rappelle, je précise que les ULIS ne sont pas des classes à proprement parler, ce sont des dispositifs d'appui à la scolarisation. En tout cas, elles devraient toutes fonctionner comme ça, c'est-à-dire que l'élève doit être inscrit dans sa classe de référence, et il est pris en charge dans le cadre de l'ULIS, dans des regroupements en fonction de ses besoins particuliers. Et l'encadrement de l'ULIS a bien été évoqué, puisqu'on a là un enseignant spécialisé qui coordonne l'ULIS, qui fait le lien avec ses collègues, un AVS, un AESH co, c'est-à-dire collectif, qui donc n'est plus affecté auprès d'un élève en particulier, mais auprès de l'ensemble des élèves de l'ULIS pour aider aux inclusions individuelles. Et puis, c'est évoqué aussi un CESAD, c'est-à-dire un service spécialisé éducatif et de soins qui intervient en complémentarité de l'école et en articulation avec l'école. Et puis ensuite, donc, le projet d'orientation, ce sera la table ronde suivante. Ce qui manque dans ce panorama, en fait, quand on a dit ça, on a à peu près le panorama de ce qui existe à l'école. Ce qui manque, ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est l'autre versant qui fait dire à l'agence européenne qu'on est encore au milieu du gué en matière d'inclusion, c'est la scolarisation au sein d'un établissement médico-social. C'est une des modalités possibles, c'est-à-dire que pour les élèves orientés en établissement médico-social, on a la scolarisation, alors qui peut être à l'interne, en unité d'enseignement, mais aussi en externe avec des unités d'enseignement qui sont délocalisées dans des établissements scolaires. Donc voilà, un panorama. Ce film montre tout le panorama de soutien qu'on a en France, si tout fonctionne bien. Quand tout fonctionne bien. Donc, depuis l'enseignant lambda dans sa classe, plus ou moins sensibilisé, on l'a vu, jusqu'à l'enseignant spécialisé qui intervient soit en dispositif d'appui, soit en classe, on va dire, encore spécialisée. Voilà, donc ça nous semblait intéressant de réutiliser ce petit film, justement pour contextualiser le métier des enseignants, la manière dont il a évolué, et puis pour embrayer sur cette table ronde consacrée à la formation. Tout à fait. Cette troisième table ronde, donc, qui s'appelle de la spécialisation à la formation de tous, et je souligne tous, parce qu'on a compris qu'il ne suffit pas de former le personnel spécifique, et pour ça, donc, je vous laisse inviter vos panélistes venant de Grande-Bretagne, d'Italie, de Québec, ou bien sûr de France. Merci Isabelle, à tout à l'heure. Donc je vais tous les inviter et puis je les présenterai à mesure qu'ils interviendront. Donc d'abord pour l'Angleterre, Becky Benwell. Je voulais Pour le Québec, Geneviève Bédard. Bonjour. Pour l'Italie, je ne l'ai pas vu encore ce matin, Raphaël Ciambrone. Et donc, pour la France, alors ce n'est pas le nom que vous avez dans vos programmes, c'est Alain Bourg, puisque Jacques Ginestier, que nous avions invité pour participer à cette table ronde, pour représenter les SP, a eu un problème de santé. Donc, Alain a accepté gentiment de le remplacer. Voilà, donc je vais essayer de reposer rapidement notre problématique. Elle est dans l'intitulé de cette table ronde. C'est la question de la formation spécialisée et son évolution pour s'adapter à cette école inclusive. Et puis, c'est aussi la manière dont il faut que nous pensions les formations initiales de manière à ce que tous les enseignants, ça a été dit hier par la maman de Mila, qui a dit, elle l'a dit, je trouve très, très simplement, il faudrait que tous les enseignants sachent comment accueillir un élève différent dans leur classe et qu'ils sachent travailler avec un partenaire autre qu'un enseignant. Et en l'occurrence, elle évoquait l'AVS auprès de son enfant. Donc voilà, la question qu'on va essayer de traiter dans un premier temps, c'est effectivement, qu'en est-il dans vos pays respectifs de cette formation des enseignants? Comment a-t-elle évolué? Formez-vous encore des enseignants spécialisés et pour quelle mission? Et puis qu'en est-il de la formation initiale? C'est-à-dire comment est-ce qu'on prépare dans la formation initiale les enseignants à être tous des acteurs de l'école inclusive? Donc pour démarrer, je vais passer la parole à Geneviève. Alors je la présente quand même, que vous sachiez qui elle est. Alors Geneviève, voilà.
Donc Geneviève est conseillère experte en adaptation scolaire pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à Québec. Elle a œuvré comme orthopédagogue au sein d'écoles primaires québécoises avec, alors c'est la double valence qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire à la fois des groupes d'apprentissage d'élèves en difficulté d'adaptation, mais aussi en soutien aux enseignants dans les classes. Elle exerce actuellement au sein de la Direction générale des services de soutien du ministère, soutien aux élèves du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et elle coordonne des travaux ministériels sur la différenciation pédagogique autour des besoins diversifiés des élèves. Elle participe activement aux travaux pour l'actualisation des référentiels de compétences professionnelles de la profession enseignante. Donc, on va dans un premier temps écouter Geneviève qui va nous présenter à la fois l'organisation, parce que c'est difficile de parler d'un système de formation si on n'est pas au clair avec l'organisation de ce système. Donc voilà, je vous laisse la parole, et puis ensuite on laissera nos intervenants compléter. Bonjour, donc merci de m'accueillir dans ce colloque. En fait, on va débuter par la présentation d'une courte vidéo qui présente la politique de la réussite éducative qui a été diffusée par notre ministère il y a environ 1 an. Donc, c'est une politique qui découle d'une vaste consultation publique dans différentes régions du Québec. Il faut savoir qu'on a quand même un vaste territoire, donc dans les différentes régions, et ça inclut autant des acteurs scolaires, ça inclut des universitaires comme consultation, également des parents, des élèves, des regroupements ou associations de personnes soit de parents ou pour les personnes qui ont différents types de handicaps ou de difficultés dans notre société. Donc, c'est quelque chose qui fait un consensus. Donc, ça va vous donner un aperçu de notre trame de fond. Nos enfants, ils sont l'avenir et leur éducation, une priorité. C'est à nous tous de veiller à leur réussite éducative, dès leur plus tendre enfance, ensemble. D'ici 2030, donnons-leur des chances égales de grandir, d'aller loin, peu importe leur milieu, leur sexe, leurs origines. Agissons tôt. Préparons-les bien pour l'école. Apprenons-leur à lire plus jeunes. Combattons l'analphabétisme à la source. Amenons-les à maîtriser leur langue, et même une seconde. Aidons-les à faire de bonnes transitions. Du service de garde à l'école, de la maison à la maternelle, du primaire au secondaire, et même après. Soutenons-les, peu importe leurs défis, leurs forces, leurs intérêts. Fini la course au diagnostic. Besoins particuliers, difficultés d'apprentissage, handicap. Répondons plus vite aux besoins. Tenons compte de leur parcours. Et mettons en place un maximum de ressources pour y arriver. Préparons-les à vivre le 21e siècle, à participer à une société innovante et créative. Développons leur habileté à comprendre le numérique, à utiliser les technologies. Tout au long de leur cheminement, aidons nos enfants à faire leurs choix, sans jugement, sans imposer. Offrons-leur toutes les possibilités. Donnons-leur la chance de réussir et d'atteindre leur plein potentiel. Rêvons plus belles écoles, à des milieux stimulants de créativité. Valorisons le travail des enseignants. Renforçons leur autonomie pour qu'ils continuent de faire la différence. Appuyons les parents. Soutenons-les pour qu'ils aient et donnent confiance à leurs enfants. Et mobilisons-nous. Professionnels du milieu, communautés, partenaires, familles. C'est un projet de société et nous avons tous un rôle à y jouer. Et ensemble, voyons nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes se dépasser. Regardons-les devenir de grandes personnes, des citoyens responsables, avec la possibilité de toujours apprendre, d'évoluer, d'aller plus loin. Car la réussite éducative, c'est pour toute la vie. La politique, c'est le futur de la prochaine génération et de celles qui suivront. Beau message et enfant souriant. Voilà, donc après cette première contextualisation, vous nous donnez quelques indications sur voilà, votre système éducatif et puis la manière dont on embarque les enseignants dans leur formation. Merci.
Donc, comme vous avez remarqué, en fait, on parle de réussite éducative dans notre politique parce que chez nous, il y a deux concepts qu'on utilise, la réussite scolaire. Donc, à ce moment-là, on s'attarde beaucoup plus aux apprentissages liés aux différentes matières, aux différentes disciplines et à l'obtention, par exemple, d'un diplôme ou d'une qualification. Mais quand on parle de réussite éducative, ce qu'on veut dire, c'est comment on prépare un futur citoyen actif dans la société. Donc, ça dépasse les apprentissages, qu'on pourrait dire, scolaires ou sociaux qu'on développe à l'école, mais comment le rendre un participant actif. Donc, en fait, dans la politique de l'adaptation scolaire en 99, on en parlait déjà, mais maintenant, on veut vraiment que ça s'adresse à tous les élèves. Comment développer, comme on le disait dans la vidéo, le plein potentiel des élèves et donc travailler. C'est aussi un travail d'équipe. On parlait mobilisons-nous, oui, entre personnel de l'école, mais même avec la communauté également là, pour développer des futurs citoyens qui vont aussi apprendre tout au long de la vie. Donc, pour bien comprendre notre système de formation, justement, formation initiale et continue, il faut comprendre que le système éducatif du Québec est décentralisé, c'est-à-dire que les décisions sur l'organisation des services, sur la scolarisation des élèves se passent au sein des écoles et des commissions scolaires, donc au niveau local. Au niveau, en fait, juste pour vous situer, le Québec, c'est environ 8 millions de population, environ 1 million d'élèves, pour avoir un ordre de grandeur. Et on a un territoire assez vaste. La population est surtout concentrée le long du fleuve Saint-Laurent. Par exemple, les villes Québec, Trois-Rivières, Montréal sont sur cette ligne-là. Par contre, il y a beaucoup de population, par exemple, au nord des villes qui sont plus au nord, où là, il y a beaucoup moins d'habitants. Donc, ça va donner des écoles ou des classes avec d'autres types de dynamiques. Le ministère de l'Éducation, son rôle, c'est d'émettre les orientations, de faire les politiques qui guident le réseau scolaire sur l'organisation des services, dont pour les élèves handicapés ou qui présentent d'autres difficultés. En fait, chez nous, les élèves handicapés sont considérés dans une catégorie un peu plus large, qu'on appelle EHDAA, donc élèves handicapés ou ayant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Et ainsi, chez nous, ce n'est pas le diagnostic, par exemple, qui va déterminer qu'est-ce qu'on met en œuvre, quels services sont donnés. C'est vraiment une analyse des besoins et capacités du jeune. Et donc, à ce moment-là, on n'attend pas d'avoir un diagnostic pour intervenir. Vraiment, l'école a l'obligation, la commission scolaire, d'intervenir, de mettre en place des moyens pour aider les différents jeunes selon leurs besoins. Et ce que je trouve intéressant aussi avec la politique de la réussite éducative, parfois, on a certains élèves qu'on peut se sentir oubliés, ceux qui n'ont pas de difficultés particulières. On les nomme vraiment. Donc, on s'attarde à chaque jeune. Pour mettre en place justement des services, en fait, on a la démarche du plan d'intervention. C'est une démarche qui est coordonnée par la direction de l'école et qui permet de concerter les différents intervenants, autant les enseignants, les autres personnels de l'école, les parents et l'élève aussi est participant, à moins qu'il ne soit pas capable de participer. À ce moment-là, on va se soucier qu'il ait quand même des informations, s'il est par exemple très jeune, sur qu'est-ce qui va arriver avec lui, pourquoi on met en place tel ou tel moyen. Ensuite, en fait, au niveau de la fréquentation de la classe ordinaire par les élèves, c'est en constante augmentation chez nous. Donc, on a augmenté de 14 points de pourcentage chez les EHDA que je nommais tout à l'heure en 10 ans. Donc, c'est vraiment une augmentation constante. Ça va varier selon les types de difficultés ou de handicap, évidemment, mais c'est vraiment, on peut considérer que la classe ordinaire est de plus en plus diversifiée là, dans sa composition. Donc, pour les enseignants, justement, en formation, on va en parler tout à l'heure, ça peut représenter certains défis. Quand on parlait de la spécialisation, la formation de tous, il y a une réflexion dans ce sens-là. Il faut aussi, c'est important de savoir que chez nous, les élèves handicapés ont droit à la scolarisation jusqu'à 21 ans. Pour les autres élèves, c'est 18. Donc, si à 16 ans, par exemple, ils n'ont pas terminé leur cours secondaire, ils ont droit jusqu'à 18, mais handicapés, c'est jusqu'à 21 ans. Donc, on leur donne plus de temps pour faire des apprentissages et se développer au maximum. Donc, pour la suite, quand je regarde le rôle des écoles et des commissions scolaires, donc sur notre territoire, on a 72 commissions scolaires. Donc, chaque commission scolaire est comme un gouvernement local où les présidents, en fait, les commissaires aussi sont élus et donc prennent des décisions sur l'organisation de la scolarisation dans leur territoire, selon les besoins de leur territoire. Donc, il peut y avoir des variabilités, comme je le disais tout à l'heure, territoriales de distance. Il peut y avoir, au niveau de la concentration de la population, des milieux défavorisés, des problématiques chez des élèves aussi, des difficultés ou des handicaps. Donc, ils vont tenir compte de ça pour organiser les services. Il y a aussi des mécanismes en place dans la loi où les parents
participe à plusieurs comités au sein de l'école, au sein de la commission scolaire, dont un comité consultatif pour les services aux élèves handicapés. À ce moment-là, ils peuvent avoir un mot à dire sur comment s'organisent les services, pouvoir rétroagir et pouvoir influencer aussi le cours des choses. Ce qui nous donne en fait, on peut déduire une grande variabilité d'organisation des services. Donc, la classe ordinaire, c'est le mode de fréquentation scolaire la plus courante. Par contre, on a d'autres modes. On a la classe spéciale, on a quelques écoles spécialisées en adaptation scolaire privée et publique pour les situations les plus lourdes, on pourrait dire. Là, par exemple, déficience intellectuelle profonde avec trouble du spectre de l'autisme. Donc, on a quelques écoles, surtout dans les grands centres, là, pour ces élèves-là, mais c'est très peu d'élèves qui sont concernés. On a aussi d'autres modes de scolarisation où l'élève est partiellement en classe ordinaire, à temps partiel, et il va avoir d'autres types de services, par exemple pour des matières qui sont plus difficiles pour lui, il va être dans un autre groupe. Donc, il y a vraiment une latitude, une souplesse pour les milieux à ce niveau-là. L'autre particularité importante de notre système, c'est qu'on a beaucoup de services éducatifs complémentaires qu'on appelle. Donc, différents personnels qui sont en complément aux enseignants dans leurs actions. Donc, ça peut être autant d'orthophonie, des services d'orientation scolaire pour parler du futur du jeune. Ça peut être des techniciens d'éducation spécialisés. Je crois que c'est quelque chose qui se rapproche de vos AESH, donc qui sont souvent avec l'élève en classe ou pour l'aider, par exemple, dans ses déplacements. Donc, c'est un peu... Ça semble un petit peu la même chose. On a aussi des orthopédagogues, ça, je vais en parler tout à l'heure. On a des psychoéducateurs, plus au niveau des difficultés sociales. Et donc, on a 12 services éducatifs complémentaires qui sont prévus. Et pour coordonner justement les actions, comme je parlais tout à l'heure du plan d'intervention, là, ça permet de travailler ensemble et trouver la meilleure façon de définir les rôles de chacun pour essayer d'être le plus complémentaire possible et aussi de ne pas se retrouver avec plein d'intervenants auprès du jeune en même temps. Donc, ça peut aussi nuire à son autonomie s'il a plein d'intervenants avec lui tout le temps. Donc, on va peut-être cibler qu'est-ce qui est essentiel à travailler à plus court terme. Sinon... Peut-être sur la formation, là, on a un peu vu comment ça fonctionnait. Oui. Effectivement, avec ce travail de coordination d'intervenants multiples qui apparaît très important. Donc, un mot sur la présentation de la formation. Oui. Voilà, merci. Oui. Au niveau de la formation initiale, en fait, on a une formation de premier cycle universitaire. Chez nous, on appelle le baccalauréat, donc ce n'est pas du tout le même baccalauréat que chez vous. Et une formation, en fait, de 4 ans qui est à la fois pour l'enseignement préscolaire primaire et pour l'enseignement secondaire. Et on a aussi une formation de premier cycle en enseignement en adaptation scolaire et sociale, donc la formation plus spécialisée, et aussi une formation de deuxième cycle en enseignement. Ça, c'est pour les personnes qui ont une formation disciplinaire, par exemple un bac en mathématiques, en chimie, en histoire, et là, vont aller se former plus sur le volet pédagogie. Donc, ils vont faire une formation de deuxième cycle pour pouvoir devenir enseignant, obtenir un brevet d'enseignement. Pour la formation en adaptation scolaire et sociale, ça prépare à 2 types de fonctions. Ça peut être à la fois la prise en charge d'une classe spéciale avec des élèves qui ont différentes difficultés ou bien être en support, un peu comme un orthopédagogue, à l'enseignant ou à l'élève, soit en sous-groupe, retiré de la classe pour certains moments dans la semaine ou vraiment en rôle conseil auprès de l'enseignant en soutien. Il peut aussi être dans la classe et travailler avec plusieurs élèves, qui peut ressembler à du co-enseignement, en fait, à certains égards. Pour la formation initiale, en fait, quand on parle d'élèves handicapés ou qui présentent des difficultés, il y a une compétence du référentiel de compétences des enseignants qui a été développé en 2001, qui porte sur l'intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Donc, ça fait partie de la formation initiale de tous les enseignants, que ce soit des enseignants spécialisés ou non. En fait, c'est sûr que c'est un tour assez général quand même sur les questions d'adaptation scolaire, mais il y a une préparation qui est prévue pour l'ensemble des enseignants. On sait combien de temps elle dure, combien de temps elle prend dans la formation? En fait, ça va un peu varier selon les programmes des universités. Il n'y a pas de temps prescrit. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les stages, il y a 4 stages
de façon graduée. Au début, c'est plutôt de l'observation et à la fin, c'est vraiment la prise en charge d'une classe. Donc, c'est beaucoup aussi dans les stages que cette compétence pourra être développée et évaluée parce qu'il y a des enseignants associés, en fait, qui reçoivent les étudiants universitaires pour prendre en charge les classes et il y a aussi des superviseurs de stage qui vont mettre un accent sur le développement et l'évaluation de cette compétence-là. Mais il y a quand même un défi à mieux préparer l'ensemble des enseignants à intervenir à cet égard. Sinon, la formation, en fait, c'est sûr que dans la formation d'adaptation scolaire et sociale, là, c'est un peu plus poussé, mais ça demeure quand même des généralistes au niveau des différents types de handicaps ou de troubles d'intervention qui peuvent être déployés. Donc, pour la formation initiale, je crois que ça donne une bonne idée pour le moment. Très bien. On continue peut-être avec la présentation justement de vos dispositifs de formation des enseignants pour la prise en charge des élèves en situation de handicap. Becky? OK, on va faire comme ça. Firstly, thank you to Madame Biron and everybody present for inviting me today and yesterday. I found it an incredibly useful experience to meet so many colleagues from around the world who are dealing with very similar challenges in their education systems to those we face in England. We were rightly reminded of the importance of national context yesterday, so I'll just say a little bit about the background national context in England before coming on to the specific questions before us. So education's devolved in the United Kingdom, so Scotland, Northern Ireland, Wales all have slightly different approaches to the one we have in England. We have some common themes and common approaches, but there are some significant differences. The statutory functions in relation to special educational needs and disability rest mainly in England with the 150 local authorities who are responsible for identifying need, for assessing need, for arranging provision to meet need. National government sets the legislative framework and we put in place some significant reforms to this system in 2014 with the Children and Family Act. That was a culmination of a lengthy consultation period. And many of the themes in that legislation have been touched on yesterday and this morning. So there's a presumption of mainstream schooling. There's a really strong, sorry, my computer's telling me I'm running low, I'm hoping it survives. There's a presumption of mainstream. There's personalisation at the heart of the system. So there's a really strong focus on working with parents, on having the voice of the young person at the centre of the assessment and planning process, both at an individual level, but also in terms of strategic planning in the local area to identify what provision is required. There's a strong focus on improved information for families with a local offer, which is published on the website of every local authority, which sets out all of the services available for children and young people with special educational needs and disability. There's a strong focus on joint working between health, social care and education, with joint commissioning of provision and also joint planning with an education, health and care plan for just under 3% of our pupil population. We extended the age range of support so that support for those with the most complex needs can extend from birth up to the age of 25. And there's a strong focus on effective transition to adulthood, another theme that's come up time and again. To support the preparation for adulthood agenda, we have kind of 4 themes that are enshrined in that legislation, which focus on the outcomes that one is working towards with the young person. So independent living, good health, community inclusion and employment. And there's a focus on, from quite early on in secondary schooling towards thinking about what outcomes one is working towards through the planning with the young person and their family. So that's a little bit about our SEND, Special Educational Needs and Disability, that is to say, reforms. Just a second bit of context. We have a national curriculum, we have a national legislative framework, but the school system in England is diverse and schools are very autonomous.
schools are increasingly autonomous, and that's been a political decision by this administration and the previous administrations to enable schools to take control of the way that they are organised and the way that they manage their affairs. So there's an interesting dynamic, which I think is there are parallels in other countries, but ours has been a moving picture over recent years. Having said that, we have a statutory code of practice which applies to all of our schools, and that sets out our expectations of practice in all schools, including academies, which are the schools that have become more independent of local authorities. And that code of practice applies to them equally. The code of practice also makes clear that all teachers are teachers of children with special educational needs and disability, and all schools are schools for children with special educational needs and disability. I might just say SEND from now on, because it's a bit of a mouthful. So that's a kind of just a really brief introduction to our overall system and our special educational needs system within that. Just moving on to teacher training, I'll talk specifically about general teacher training. So all teachers are required to have a clear understanding of the needs of all pupils, including those with special educational needs and disabilities, and to be able to use and evaluate distinctive teaching approaches to engage and support them. That requirement's built into our teachers' standards, which are set centrally, which feeds into the curricula for initial teacher training. We're also building it into some work we're doing through on the early career framework. So we're looking beyond qualification at the first couple of years after qualification, at what skills and knowledge teachers need at the outset of their careers. And we're also building those themes through, well, we have built those themes through into the qualifications for middle leaders and senior leaders in the education system. So I've mentioned the teacher standards. They set the minimum requirements for all teachers in terms of practice and conduct. They were introduced, this version, in 2012 following an independent review, and they underpin the curriculum for initial teacher training, although they aren't the curriculum. There are 8 teacher standards covering everything from promoting good practice and outcomes for pupils through to planning and teaching well-structured lessons. The key standard for today is the standard number 5, which concerns adapting teaching to respond to the strengths and needs of all pupils. That covers a range of things, knowing how and when to differentiate appropriately, using approaches which enable pupils to be taught effectively, having a secure understanding of how a range of factors can inhibit pupils' ability to learn and how best to overcome these, demonstrating an awareness of the physical, social, and intellectual development of children, and knowing how to adapt teaching to support pupils' education at different stages of development. And finally, having a clear understanding of the needs of all pupils, including those with special educational needs, those of high ability, those with English as an additional language, those with disabilities, and to be able to use and evaluate distinctive teaching approaches to engage and support them. And that's the minimum we expect of all of our teachers. So that's the initial teacher training framework, which kind of hangs off those standards. And all teacher training providers are in awarding qualified teacher status make a judgment about people complying with those teacher standards. As I said, we're also developing an early career framework to enable newly qualified teachers to develop the knowledge, skills, and understanding beyond this minimum level. There's been consultation around this. We're in the middle of this piece of work, but there will be further things to say publicly about that in due course. But there's a recognition that initial teacher training in itself for everyone is not across the board, not just in relation to special educational needs, needs further support in the early stages of a teacher's career. I know you want to talk about leadership, so I've got some input about leadership, but perhaps, do you want to come back to that later in the conversation? I'll just say very briefly a little bit about... Okay. Juste, je m'aperçois que...
Je m'aperçois que j'ai oublié de présenter Becky tout à l'heure, donc quand même, vous avez vu qu'effectivement, on avait sollicité une experte du système d'enseignement en Angleterre, puisqu'elle est directrice adjointe au département de l'enseignement en Angleterre, qu'elle assure cette mission depuis 2014, excusez-moi, et qu'elle travaille dans la fonction britannique, dans la fonction publique britannique depuis 25 ans, essentiellement autour du secteur de l'enfance, puisqu'elle a travaillé sur la protection de l'enfance, sur la petite enfance et sur le soin. Et donc, elle a également travaillé à la politique éducative de l'Union européenne. Donc, voilà, excusez-moi pour cette introduction tardive. Voilà, donc je vais passer la parole à Raphaël Ciambrone. Alors, maintenant, je vais penser à le présenter. Donc, il témoigne pour l'Italie. On a évoqué l'histoire inclusive, la longue histoire inclusive de scolarisation inclusive en Italie. Donc, Raphaël a été directeur du bureau inclusion des élèves avec besoins spéciaux et élèves étrangers du ministère de l'Éducation nationale. Il est maintenant inspecteur. Il est membre du conseil représentatif à l'Agence européenne des besoins spéciaux et éducation inclusive. Il intervient comme professeur associé dans 21 universités italiennes sur ces thèmes de recherche qui sont la pédagogie et l'enseignement spécialisé. Il a écrit de nombreux livres et articles, dont un qui s'intitule « L'imagination et l'apprentissage » et un article que vous pouvez trouver dans la revue de l'UNSHEA qui s'intitule « Des classes différenciées aux besoins éducatifs spéciaux, évolution du modèle inclusif en Italie ». Donc voilà, je vais donner la parole à Raphaël qui a un diaporama. On va lui demander de pas trop s'apesantir sur les diapos pour nous présenter voilà, l'organisation de cette école inclusive qui elle-même, depuis 40 ans, a été amenée à évoluer avec les différents niveaux d'intervention des enseignants. Grazie Isabelle, provo a salutare in francese. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous transmets les salutations de mon ministre. Je suis désolé de ne pas pouvoir parler français e je vais donc continuare in italiano. Yeah. Allora, il tema è quello della formazione degli insegnanti. Il nostro modello inclusivo parte da 1977, oramai sono 41 anni che noi abbiamo abolito le classi speciali e abbiamo questo che noi chiamiamo la via italiana all'inclusione scolastica. Una figura fondamentale è quella dell'insegnante di sostegno. L'insegnante di sostegno lavora nella classe con l'insegnante curricolare. Vi sono altre figure che sono gli assistenti alla comunicazione e all'autonomia e l'insegnante di sogno è parte del team, è l'insegnante della classe. Quanti sono? Tanti. 139.000, leggete, ma quest'anno sono diventati più di 150.000. Enormi, come dicono in Inghilterra è un esercito, su 720.000 circa insegnanti curricolari. Ora, l'insegnante di sostegno è anzitutto un insegnante e poi è un insegnante specializzato, quindi deve essere diplomato, laureato in scienze della formazione primaria e poi ha uno specifico percorso post lauream di specializzazione in cui studia psicologia, neuropsichiatria, metodi di insegnamento specifici e adesso vedremo nel particolare. Un breve excursus storico. Noi siamo partiti negli anni '80 con un percorso di specializzazione di 2 anni su una sola disabilità, quindi si studiava la disabilità visiva, la disabilità uditiva. Poi negli anni 90 il percorso è rimasto biennale, ma si studiavano tutte le disabilità. E alla fine, nel 2010, si è arrivati a un solo anno di specializzazione in cui si studiava tutto. Quindi eravamo passati da 2 anni su un solo tipo di disabilità a 1 anno su tutte. Quindi la nuova legge di riforma del sistema scolastico italiano adesso ha ripristinato un percorso biennale
e quindi per diventare insegnante di sostegno in Italia bisogna studiare 2 anni e mezzo. Ma la cosa molto molto importante è che tutti gli insegnanti attualmente per un semestre accademico e con l'entrata in vigore della riforma per 1 anno e mezzo, quindi per 3 semestri accademici, studiano educazione inclusiva. Quali sono le materie? Le materie fondamentali sono pedagogia generale, psicologia, pedagogia speciale e poi andiamo sulle didattiche specifiche, quindi didattica e psicopedagogia per alunni con autismo, per alunni con ritardo mentale, per alunni con ADHD e così avanti. Se poi avrò un minuto, dopo vorrò spiegare cosa intendo per didattica inclusiva. La terza fase è che per un semestre accademico si studia una sola disabilità e questo è a scelta dello studente. Il che non significa che si specializza, ma che acquisisce metodo, cioè su quella cosa va fino in fondo. E poi alla fine noi abbiamo un'ultima parte dedicata all'ICF, all'Universal Design e alle ricerche internazionali. La nuova legge, oltre a riformare la formazione iniziale, introduce il principio della formazione obbligatoria in servizio. E quindi anche questo è il nostro contratto collettivo nazionale di lavoro, la formazione in servizio è un diritto ma anche un obbligo dei nostri insegnanti. Ed è fondamentale perché ogni insegnante ha in classe alunni con bisogni speciali. In una classe voi potete trovare 5 alunni stranieri, 2 alunni con disabilità, 1 alunno con dislessia, altri con svantaggio sociale e gli altri divisi in diversi livelli di apprendimento. Quindi è molto difficile lavorare in queste classi così complesse e perciò occorre che ogni insegnante sia preparato sulla didattica inclusiva. Abbiamo quindi varato vari programmi di formazione, abbiamo anche una formazione di alto livello universitario dedicata a tutti gli insegnanti ed è gratuita, con 70 master sulla dislessia ed altri 40 su varie tematiche della disabilità. Solo con questo programma abbiamo formato 11.000 insegnanti. Le risorse finanziarie sono ingenti perché per la formazione in servizio abbiamo destinato 325 milioni di euro. Ogni insegnante ha una card caricata con 500 euro e questo, visto che i nostri insegnanti sono più di 800.000, è un programma finanziario che insomma arriva quasi a 1,5 miliardi di euro, questo in 3 anni. Abbiamo anche un sito, un portale nazionale che sta per essere pubblicato e siccome ci accennava ieri l'ispettrice Caraglio, credo che poi lo presenterà, no? C'è anche un portale e-learning, una piattaforma anche qui in Francia. Sarebbe molto bello che noi potessimo condividere dei contenuti, dei corsi, traducendoli in italiano e in francese, tanto siamo cugini, come si dice sempre. Ecco, e questo è in breve quello che è il nostro progetto di formazione, sottolineando bene che appunto l'insegnante di sostegno è anzitutto un insegnante e c'è questa formazione molto diffusa che sta sempre più aumentando, rivolta a tutti, perché tutte quante le nostre classi sono complesse e occorre avere competenza, altrimenti si finisce per scaricare il peso della responsabilità educativa soltanto sull'insegnante di sostegno. Questo è uno dei rischi. Grazie. Merci Raphaël. Donc juste pour Alors, juste pour terminer ce tour de table, on va essayer de... Voilà, je vais passer la parole donc à Alain Bourg. Alors,
Je le présente rapidement. Donc, Alain est actuellement chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves en situation de handicap au ministère de l'Éducation nationale. Il a été précédemment inspecteur, alors conseiller technique ASH et inspecteur ASH, donc chargé de l'adaptation scolaire auprès à Paris et puis dans les Hauts-de-Seine. Et puis on a appris hier que un jour dans sa carrière, il a été l'enseignant qui a permis à la jeune Mila de prendre confiance en elle et de s'affirmer. Donc c'est voilà, un élément en plus. Et puis surtout, il accepte de remplacer vraiment au pied levé Jacques pour présenter pour faire un point sur notre système de formation, sur la formation initiale. Je ne sais pas ce que tu peux en dire, mais aussi voilà ce qu'on essaie de faire en matière de formation, ce vers quoi on essaie de tendre en matière de formation des enseignants spécialisés. Oui, bien. Si, on m'entend? Oui, c'est bon. Bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais peut-être articuler mon propos en deux temps. Un premier temps sur la formation initiale et un second quand même sur notre rôle, nous, à l'Éducation nationale, qui porte plus sur la formation continue. Parce que la formation initiale, en France, ne relève pas du ministère de l'Éducation nationale, mais relève du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, il y a eu une époque où les deux ministères étaient fusionnés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce sont deux ministères bien séparés. Donc tout ce qui est formation initiale, ça relève d'un autre ministère. Et ce ministère-là, lui, a en charge donc du coup les universités. Et comme pour vous au Québec, les universités sont très autonomes. Donc elles ont, dans le cadre des universités, des SP, des écoles supérieures du professorat de l'éducation. Et ces SP ont pour mission donc de former les enseignants en formation initiale, bien sûr. Elles mettent en place, elles élaborent des maquettes de formation, mais chaque SP a une autonomie. Alors dans un cadre réglementaire qui existe, mais qui reste un cadre, il y a aussi un référentiel de formation, bien sûr. Et dans ce cadre-là, du coup, les enseignants sont formés à l'éducation inclusive. Ils ont une obligation. La formulation précise, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une prise en compte de la diversité des publics et en particulier des élèves en situation de handicap. Donc voilà. Mais par contre, il n'y a pas de définition d'une quotité précise. Et c'est notamment un des points sur lequel qui est assez contesté. Il y a un autre point aussi quand même qui est évoqué, c'est au cours de cette formation, ils doivent travailler sur la différenciation pédagogique. Et pour moi, les deux sont complètement articulés. Mais nous constatons effectivement une inégalité territoriale, et ça je ne peux pas le nier, en fonction du territoire où l'enseignant va être formé. Ça m'intéresse justement de savoir comment vous réglez ces problématiques, vous au Québec qui êtes beaucoup plus délocalisé que nous, parce que justement nous en France, on est centralisé, mais néanmoins on constate des inégalités territoriales. Et on est quand même assez champion dans le domaine d'ailleurs. Voilà, donc on a cette problématique-là en formation initiale. Néanmoins, les SP ont cette obligation de former à notre école inclusive. Alors, moi je dirais justement, vu du poste que j'occupe aujourd'hui, et c'est un peu l'articulation que je ferai, c'est que en termes de formation continue, les moyens que j'ai pu constater, que j'ai pu observer où ils étaient placés, ces moyens en termes d'ASH, d'accompagnement des élèves en situation de handicap, ces moyens portaient beaucoup vers les enseignants dits spécialisés, vers l'enseignement spécialisé, ce qui est très bien, enfin, ce qui me semble indispensable, effectivement. Mais aujourd'hui, nous sommes passés alors nous avons une grande loi, c'est la loi de 2005, donc entre 2006 et aujourd'hui 2018, de environ 100 000 élèves à plus de 320 000 élèves en situation de handicap. Et ces élèves sont pour les 3/4 dans nos classes ordinaires. Ils ne sont pas dans des établissements spécialisés. Sur les 320 000, vous en avez 80 000 en établissements spécialisés. Tous les autres sont dans les classes ordinaires, alors soit dans des classes ordinaires, soit dans des ULIS, dont on a déjà parlé. Mais il n'empêche qu'ils sont dans les écoles, ou les collèges ou les lycées. Donc ils sont là, les élèves en situation de handicap. Donc le besoin des enseignants, aujourd'hui, il est évident. Et c'est, je pense, effectivement, peut-être une de nos erreurs. On n'a pas suffisamment vu cet impact, cette évolution qui faisait arriver des élèves avec des profils encore plus diversifiés qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. Et par conséquent, parfois, les enseignants sont démunis, je ne le cache pas. Donc ça veut dire que notre deuxième rôle derrière, c'est la formation continue. Alors, la formation continue, elle peut prendre, je dirais là aussi, deux modalités.
Alors, nous, les enseignants, n'ont pas en formation initiale, ils ne font pas un choix de parcours, soit un parcours pour être enseignant général, soit un parcours pour être enseignant spécialisé. En formation initiale, ce n'est pas possible. Vous êtes d'abord enseignant, lambda, on dira. Et puis après, dans un second temps, il peut se spécialiser pour effectivement exercer, par exemple, dans une ULIS, dans une unité localisée d'inclusion scolaire, ou travailler aussi dans un établissement médico-social, puisque nos enseignants, nous les déléguons parfois dans ces unités d'enseignement qui sont en dehors du cadre de l'éducation nationale. Donc ils ont une formation que nous venons de réformer en 2017, donc c'est assez récent. Elle existait déjà avant, mais elle a évolué. Et elle a évolué dans quel sens, justement? Alors cette formation s'appelle le KPI, le EI voulant dire éducation inclusive. Donc c'était vraiment cette volonté de montrer que l'école bouge, l'école évolue, l'école devient de plus en plus inclusive, et donc il faut que nous formions nos enseignants davantage à cette prise en charge des besoins éducatifs particuliers, chers à l'Angleterre. Donc voilà. Alors cette formation est mise en place depuis 2017. Aujourd'hui, on est à une phase vraiment de déploiement, donc on est encore dans un suivi de cette mise en place de cette formation, qui est une formation de 300 heures, qui est une formation en alternance. Les enseignants restent sur un support de formation spécialisé, c'est-à-dire en ULIS par exemple, ou dans un établissement spécialisé, ou même dans d'autres. Il n'y a pas que les élèves en situation de handicap. Cette formation permet aussi d'exercer des rôles alors ce que nous appelons de maîtres, vous en évoquiez tout à l'heure aussi, qui ont une dominante pédagogique, c'est-à-dire qu'ils vont apporter un appui pédagogique pour les élèves en difficulté scolaire dans les écoles, par exemple, ou alors des difficultés relationnelles également dans les écoles. Et puis on a aussi d'autres types de structures qui ne sont pas des élèves en situation de handicap, mais ce sont des élèves qui relèvent de l'adaptation scolaire, c'est-à-dire qui ont des difficultés d'apprentissage. Et cette formation balaye tout ça, même jusqu'au pénitentiaire. Même un enseignant qui va exercer dans le milieu pénitentiaire, voilà, il peut suivre cette formation. Donc voilà, cette formation apporte ces éléments-là. Elle dure 1 année en alternance, avec passage d'un examen. Voilà, je passe tous les détails. Derrière, du coup, l'enseignant peut exercer voilà, dans le lieu où il a choisi d'exercer. Alors, ça, c'est pour les enseignants spécialisés, du coup, qui deviennent des enseignants spécialisés. Mais nous n'oublions pas aussi les autres, ceux qui sont dans une classe ordinaire, qui vont accueillir un élève trouble du spectre autistique, un élève trouble du langage et des apprentissages. Pour ces élèves-là, nous proposons des modules, donc à l'échelle nationale, nous proposons des modules d'initiative nationale, où les enseignants peuvent s'inscrire et peuvent suivre une formation qui est un module de 25 heures, 50 heures, ça dépend du module. Mais il y a toute une offre, et ce que je peux vous dire, c'est qu'à la rentrée 2018, nous avons élargi l'offre, et grâce à beaucoup de personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui, avec des relais en académie, si vous voulez, et des relais aussi dans les universités, parce que les universités ont entendu notre demande, et du coup, on fait une offre beaucoup plus large, qui nous a monté à 90 modules, alors qu'avant, nous tournions autour d'une 40aine de modules. Voilà, donc et ces modules sont proposés aux enseignants, ils peuvent les suivre en termes de formation continue. Voilà, et peut-être pour deux points pour terminer mon intervention. Sur la formation, alors il y a des relais aussi académiques, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a des relais académiques aussi, parce que les académies ont aussi une marge d'autonomie en termes de formation des enseignants. Donc c'est elles qui forment en académie, en département, et elles proposent également, elles ont des plans départementaux, des plans académiques de formation. Elles proposent aussi des actions de formation dans ce cadre-là. Alors, la formation, c'est bien, mais moi je pense que ce n'est pas tout. Ce qui est aussi important, c'est l'accompagnement. Les axes de la politique actuelle se déclinent en 3 axes: sensibiliser, former et accompagner. Alors accompagner, on y reviendra tout à l'heure, je ne vais pas dévoiler ce qui va vous être présenté dans quelques minutes, mais accompagner, ça veut dire qu'un enseignant formé, eh bien, il faut en plus derrière l'accompagner encore un certain temps pour pouvoir justement mieux accueillir un élève trouble du spectre autistique, un élève voilà, qui a différents types de besoins. Et c'est pour ça que nous sommes en train de développer des postes un peu différents de ceux que nous avions avant, de professeurs ressources, qui sont des professeurs qui seront... Alors ils existent déjà, mais on est en train de les développer, qui sont totalement déchargés de classe,
mais qui vont par contre pouvoir se déplacer, aller dans la classe de Madame Durand, et puis venir l'aider à scolariser un élève trouble du spectre autistique, par exemple, puisque c'est tout à fait, nous allons en déployer 100 à la rentrée prochaine, dans le cadre du plan, nous avons une stratégie autisme, et dans le cadre de cette stratégie, nous allons développer ce type de poste. Voilà, donc l'accompagnement est une modalité importante, et l'accompagnement passe aussi par des ressources. Alors, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, les ressources numériques, donc, puisqu'aujourd'hui, dans notre monde, quand même, nous travaillons beaucoup à distance, donc une plateforme numérique est en développement. On va peut-être laisser Mais ça, je ne vais pas le développer, oui, je vais pas l'évoquer. Voilà, je voulais juste peut-être, par rapport, rebondir sur une ou deux interventions, de vos interventions. Tout d'abord, une question qu'on peut renvoyer à tous, hein. Vous avez évoqué la multiplicité des intervenants. Alors, il y a à la fois, du côté de Raphaël, les intervenants, la multiplicité de professionnels enseignants auprès des élèves, avec les enseignants curriculaires, les enseignants de soutien. Vous avez évoqué, vous, Geneviève, et puis Becky, le partenariat avec d'autres intervenants qui sont les personnels de services de soins, de santé, de rééducation, qui sont à l'intérieur de l'école, enfin partenaires de l'école. Et donc, je souhaitais vous demander à tous les trois, en fait, comment vous travaillez cette dimension d'apprendre à travailler avec un autre. Donc, qu'il s'agisse d'un enseignant de soutien, Raphaël, comment est-ce qu'on fait pour que il n'y ait pas la tentation de se substituer au spécialiste, hein, de dire finalement on a un spécialiste dans la classe, c'est donc lui qui va être en charge particulièrement de l'adaptation et de la prise en charge de cet élève. Puis peut-être aussi comment vous travaillez-vous avec dans le cadre des partenaires, je ne sais pas si le terme partenariat est encore valable, puisque c'est vraiment des ressources intégrées à l'école, mais comment vous travaillez, comment on apprend à travailler avec d'autres intervenants qui ne sont pas strictement enseignants. Donc peut-être Raphaël sur déjà les enseignants, la coopération, les modalités de coopération entre enseignants de soutien et puis enseignants curriculaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Sì, questo è un tema molto delicato che noi dopo 40 anni di inclusione scolastica osserviamo, cioè il rischio che la cura educativa sia spostata tutta sull'insegnante di sostegno. Nella letteratura questo si chiama tendenza alla delega, tendency to delegate, o processi di delegazione, insomma non so nella vostra lingua, cioè spostare il peso e dire di questo alunno se ne occupa un altro. Quando c'è questo fallisce il processo di inclusione. Quindi gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti curricolari, gli assistenti, tutta la comunità educativa, tutta la comunità scolastica deve lavorare veramente insieme. Quando c'è questo, allora c'è un successo, altrimenti no. Io dico sempre che gli insegnanti devono andare oltre, mettere una passione particolare. Il vostro Jacques Maritain diceva un supplement d'âme, occorre un supplemento d'anima veramente per lavorare con questi ragazzi. E quindi già nell'85 esisteva una circolare del Ministero che metteva in guardia da questi rischi. E allora la formazione è l'antidoto, cioè dare a tutti la conoscenza significa eliminare l'alibi. Nessuno deve poter dire io non so come trattare questo ragazzo, quindi mi tiro indietro. E questo è il motivo per cui noi adesso dei 5 anni dedicati alla formazione di tutti gli insegnanti inseriamo 1 anno e mezzo sull'educazione inclusiva per tutti. Okay. Thank you. Sorry, I'll just remove this. So I was interested to hear about your role. I can't remember the acronym. We have lots of acronyms as well, and I'm about to add potentially another one into the mix. We have a role in England called the Special Educational Needs Coordinator, or SENCO. There you go, there's an acronym for everybody. And that's a mandatory requirement for every school and every nursery school to have a SENCO.
The SENCO plays a really important role in coordinating the support within the school, in supporting individual teachers, in providing access to evidence-based interventions, in providing just somebody to talk to about how to cope with those challenges that every teacher faces with the diversity of needs in a classroom. We've invested heavily in the SENCO role. There is a requirement for further training for SENCOs. There's a master's level, a doctorate level requirement for every SENCO. So the NSENCO award, it's called. We specify the kind of learning outcomes, and that includes the sorts of things that I've talked about. So the SENCO role is really important in terms of that support to deal with some of those challenges. The other issue that I've heard Raffaella saying, it chimes closely with our experience. We had a major study called the MAST study at looked at the experiences of young people who were allocated individual support in the classroom and highlighted some really poor practice in relation to a number of areas, so children being isolated from their peers and not benefiting from the peer-to-peer learning, which is so important for all of us in our education, the detachment from the teacher in terms of excuse me, the teacher taking the view that the teaching assistant would be looking after that child so they could concentrate on the rest of the group, a lack of communication between the teaching assistant and the classroom teacher at the beginning and the end of the lesson, and too much emphasis on task completion and not enough on achieving the learning outcomes for that lesson. So based on that, the Education Endowment Foundation in London developed with the academics who'd done the study a toolkit on the effective use of teaching assistants, which we disseminated to every school in the country. And we're also they've also developed a kind of self-evaluation tool for schools so that they can look at their own practice and learn from that important study. The other initiative that we've brought in is excuse me, a review tool for schools to look at the way that they deploy all of their resources. So we're trying to embed the approach to special educational needs and disability within the ethos of school improvement, so that the leadership team, which includes the SENCO, looks critically at the way that they use all of their resources to support that group of children and to embed that in their self-improvement cycle. And we're funding a major contract over the next 2 years with an organisation called NASON, who are supporting this self-evaluation of schools. And finally, we also have a portal, the Send Gateway, which provides free access to anybody for all of the materials that we've developed, which are we've funded the development of, which are continuous professional development tools ranging from each of the different kind of impairments, some initial teacher training materials. There's a wide range of materials on the Send Gateway, which is free to use. So again, some real similarities in approach. Juste la chevaux Annette qui se rapproche, donc ça veut dire que voilà, notre temps, nous avons épuisé notre temps à défaut de notre auditoire. Donc peut-être juste un tout petit mot de fin, Geneviève, sur la manière dont on peut travailler l'articulation entre les personnels enseignants et puis les autres personnels qui interviennent. J'aurais bien aimé qu'on élargisse sur les formations croisées, conjointes, qu'on essaie de mettre en œuvre, mais bon, tant pis, on le fera autrement. Oui. En fait, pour mentionner, juste pour un petit mot sur la formation continue chez nous, il y a vraiment plusieurs modes de formation, plusieurs sources, mais par contre, on a un système qui s'appelle les services régionaux de soutien et d'expertise. Donc, pour différents types de handicap ou de difficultés, par exemple pour le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, un handicap moteur, visuel, etc. Donc, il y a des personnes spécialisées dans chaque région qui peuvent accompagner, ils ne vont pas dans la classe évidemment, là, ils peuvent accompagner les enseignants et les autres personnels. Donc,
différentes ressources. Et effectivement, chez nous aussi, il y a des questionnements sur les rôles de chacun dans la classe, les rôles de chacun auprès de l'élève. On parlait d'accompagnement tout à l'heure. La forme de la formation ou de l'accompagnement est en train d'évoluer. Donc, les formations qui s'adressent à tous ou bien qui sont la même pour, par exemple, toute la province, on se rend compte que ça a une certaine portée, mais ça a aussi ses limites. Donc, on va beaucoup développer, les commissions scolaires ou les écoles développent beaucoup de projets pour analyser leur propre situation, leurs propres problèmes et comment y répondre, mais ensemble. Donc, il y a des partenariats avec des universités aussi qui sont financés à cet effet-là pour que, à la fois, le savoir issu de la recherche et le savoir d'expérience puissent être mis en commun. Et c'est sous forme de rencontres successives. Donc, une première rencontre pour analyser, on met en place des choses, on analyse aussi le rôle de chacun, qui s'occupe des interventions plus universelles, qui agit, par exemple, l'orthopédagogue, plutôt que de sortir les élèves de la classe, va maintenant souvent agir en classe, en collaboration avec l'enseignant et cibler quels élèves ont besoin d'un soutien un petit peu plus intensif. Donc, il y a une définition aussi des rôles dans ce contexte-là qui est possible et qui évolue avec le temps. Très bien, merci. Donc, effectivement, là, on voit bien, en tout cas dans ces témoignages, dans ces témoignages sur l'organisation des formations, des pistes qui se dégagent autour, d'une part, des formations de proximité, hein, c'est ce dont vient de témoigner Geneviève, des outils aussi de réflexif, en fait, hein, de réflexion sur les propres pratiques, c'est ce que vous indiquez dans votre boîte à outils, et puis, voilà, et puis de réflexion sur les partages de compétences, et peut-être quelque chose qui serait non pas deux enseignants côte à côte superposés, mais l'engagement à des dynamiques de co-enseignement lorsqu'on a des intervenants multiples. Voilà, donc nous avons essayé d'initier effectivement aussi en France un dispositif de formation, des dispositifs d'abord de formation conjointe, c'est-à-dire des formations communes aux différents intervenants, hein, auprès des élèves en situation de handicap en milieu scolaire. Et je sais que donc ça a été initié au niveau national, mais je sais que certaines académies ont repris ces dispositifs pour organiser localement des formations croisées qui associent voilà, l'ensemble des intervenants en milieu scolaire auprès des élèves en situation de handicap. Voilà, merci à vous. Je trouve d'abord que nos spécialistes méritent un grand round of applause. Thank you so much to share your knowledge with us. Et la discussion n'est pas terminée. Isabelle, nous allons juste la prolonger avec la salle. Moi, je trouvais ça très intéressant. J'ai appris plein de choses. Et si je peux faire mon petit bilan, comme j'aime le faire d'abord, il me semble que la meilleure des choses, c'est une sorte de formation à la carte. Il n'y a pas une seule solution parce que les problèmes sont différents, les environnements sont différents, la problématique est différente, les classes sont différentes, les enseignants sont différents. Donc, il faudra diversifier le plus possible, avoir toute une panoplie de formations possibles pour intégrer tout le corps enseignant autour de cette question de l'inclusion, me semble-t-il. Mais il y a sûrement des questions à la salle, donc je ne voulais pas vous en priver. Voilà, il y a une première main et une deuxième là-bas. Tout en haut, à droite, il y a quelqu'un qui a levé la main. Et après, ça sera vous, messieurs. Hein. Non, c'était fort intéressant. Personnellement, d'ailleurs, juste en attendant que le microphone arrive jusqu'à la dame, ce que je trouve formidable, vous allez me dire, c'est peut-être un truc qu'il ne faut pas du tout faire sur les enseignants, mais je crois que c'est l'exemple italien, que l'enseignant a une sorte de chèque de crédit, une sorte de crédit, je crois que c'était 500 €, en dehors de son temps de travail, il peut l'utiliser pour se former quand il veut, avec les outils qu'il veut. Moi, je trouve ça formidable. Comme ça, il y aura des tutoriels online où on peut faire ça comme on veut et pas forcément toujours charger ce temps d'école, ce temps d'enseignant qui est déjà souvent très bien rempli. Je trouve que c'est une superbe initiative à laquelle il faudrait réfléchir. Pardon, mais votre question, madame. Alors, bonjour, je suis Karine Bouilly, je suis chef de service dans un institut médico-éducatif et je suis éducatrice spécialisée de formation. Dans notre établissement, il y a eu la création d'unités d'enseignement, donc un travail de collaboration avec des enseignants. Depuis plusieurs années, existait aussi l'intégration sociale dans des écoles primaires où on travaillait avec eux, mais c'était surtout du prêt de matériel et de salles. Moi, j'aurais voulu savoir, avec tout ce que vous dites, quel va être l'avenir quand même de la formation de travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs. Est-ce qu'il va pouvoir y avoir des modules communs avec l'enseignement? Est-ce que des éducateurs spécialisés pourraient être les enseignants ressources accompagnants? Voilà. Je
Je pense que c'est plus une question pour Alain et Isabelle, si je peux me permettre. Là, on ne fait pas vraiment appel à notre savoir international. Tiens, je vais essayer de ne pas cacher les sous-titres. Bien. Alors, si vous voulez, moi je pense que, et au vu de ce qui s'est aussi dit hier dans les premières tables rondes, notamment la table sur le partenariat, moi ce que je perçois justement de ce colloque et des échanges que nous pouvons avoir, je pense que le système français est vraiment en pleine évolution. En pleine évolution, et j'évoquais tout à l'heure que nous avons un partenariat avec, enfin, nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur la formation, mais il faut aussi effectivement que le ministère de la Santé ou le ministère de la Santé soit associé davantage. Alors il y est beaucoup, moi je suis dans un bureau qui travaille énormément avec le ministère de la Santé, mais je sais que Sophie Cluzel, quand on a déjà eu l'occasion d'avoir quelques échanges avec elle, son objectif n'est pas du tout de fermer les établissements spécialisés. Mais son objectif est de faire évoluer et de rapprocher davantage effectivement le médico-social de l'école. On le voit bien dans des systèmes éducatifs différents, comme par exemple le Québec, où on voit que le médico-social est dans l'école. Mais il y est, je dirais presque en permanence, si je comprends bien. Eh bien, je pense que notre école française doit aussi évoluer de cette manière. Il ne s'agit pas de supprimer les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs. Vous avez toute votre place, je pense, dans ce système éducatif. Mais par contre, peut-être que vous ne l'avez plus, il ne faut plus que demain, quand je dis demain, ce n'est pas demain, ce sera plutôt après-demain, je pense, mais en tout cas que ce soit vraiment plus en partenariat, en collaboration et au sein du même lieu de scolarisation. Vous voyez, je ne dirais même plus de l'école, mais qu'il y a un lieu de scolarisation commun. De rapprocher ces milieux-là, tout à fait. Et je pense aussi que c'est un dessin de société dont on parle en fait. C'est vraiment l'inclusion dans son sens large et plus dans son sens spécialisé. Ce n'est pas une réponse en détail à votre question, mais je crois que la tendance y est. Ça me correspond très bien parce que notre association travaille dans ce sens-là. Ah ben c'est parfait, voilà. Donc vous êtes précurseur, vous avez compris ce que c'est l'ère du temps. Messieurs, la question à vous. Merci de vous présenter. Alors Éric Louvois, inspecteur de l'éducation nationale dans l'Hérault. Moi, j'ai une question liée à l'évolution très très rapide, effectivement, ces derniers temps, quantitative en termes de nombre d'élèves en situation de handicap dans les classes, qui a donc généré une évolution très forte de l'hétérogénéité. Alors, quand on parle d'hétérogénéité, ce qui nous revient, nous, au niveau départemental, ce sont, par exemple, des élèves qui sont en unité localisée pour l'inclusion scolaire avec un niveau de maternelle, par exemple, élèves âgés de 12, 13, 14 ans. Donc, la problématique, c'est quelle place de ces élèves en classe de référence ? Classe de référence, à minima, 6e. Alors c'est sûr que c'est très... les termes là sont français par rapport au niveau d'études, mais on a des classes de niveau collège, classes de référence avec des élèves qui ont l'âge de collège et avec un niveau scolaire qui est très proche de la maternelle. Et donc votre question alors la question, un deuxième constat puis la question. On a aussi... pas sur des questions de niveau scolaire, mais là sur des questions de comportement, des élèves qui sont scolarisés de façon très faible, aménagement de la scolarité, on applique la loi, ils sont à l'école avec des troubles majeurs du comportement, ils sont scolarisés 1 heure ou 2 dans des classes de référence et ils mettent à mal à la fois le fonctionnement de la classe, donc du contexte, et puis on nous renvoie des problématiques de sécurité, à la fois de sécurité pour cet élève et pour les élèves, élèves qui s'enfuient, qui mordent, qui crachent, etc. Ma question, c'est liée à la formation. Quelle formation envisager pour permettre la gestion de cette hétérogénéité dans les classes ? À la fois hétérogénéité de niveau, de compétences, et hétérogénéité également de comportement. Et moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est ce qui est envisagé d'abord dans les autres pays, comment on gère ce genre de choses. Très bien, on va faire un petit tour d'Europe. Peut-être, voilà, s'il vous plaît. Je continue à vous appeler par vos pays, comme ça on sait chaque fois qui parle. L'Italie, la parole est à l'Italie. Grazie. Allora, se posso in un minuto faccio un esempio di quello che io intendo per didattica inclusiva, perché
No, spero che ci siano degli insegnanti qui. Immaginiamo una prima elementare e noi dobbiamo insegnare le addizioni, l'aritmetica. Normalmente noi partiamo dagli addendi e arriviamo alla somma. 2 più 2 uguale 4. Gli indirizzi della ricerca ci dicono che dobbiamo usare la manipolazione, l'attività laboratoriale, i moduli multibase, ma è sempre 2 più 2 uguale 4. Proviamo a ribaltare. Partiamo dalla somma e diciamo 4 è uguale? 4 è uguale a 2 più 2, ma anche a 1 più 3, a 1 più 2 più 1, 1 più 1 più 1 più 1, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, domani mattina noi entriamo in classe e scriviamo sulla lavagna 25 e chiediamo alla nostra classe quante combinazioni per arrivare a 25. Si sviluppa una logica della ricerca, tutti i bambini tra loro fanno a gara a trovare quanti modi per 25 e noi in quella classe, che è una classe complessa con alunni disabili, con dislessici, con ritardo mentale e anche gifted children, quindi bambini plus dotati, troveremo un bambino che scopre la funzione che ci dice, dato un numero, quante sono le combinazioni. E poi troveremo il nostro bambino border cognitivo che ci dirà 25 e 20 più 5 e noi saremo commossi fino alle lacrime. Allora, questo è un modo di insegnare che dà a tutti la possibilità di sviluppare un'abilità. Però, attenzione bene, questo parte da una conoscenza profonda dell'essere umano. Perché? Perché i bambini hanno una percezione sincretica, cioè i bambini vedono prima il tutto e poi le parti, prima il bosco e poi i singoli alberi. Allora se noi partiamo dalla somma e poi arriviamo agli addendi, noi seguiamo il processo evolutivo del bambino. Se noi partiamo dagli addendi e poi la somma, siamo in contrasto con quello che è il suo sviluppo. Allora, vedete che è un semplice esempio, ma occorre una conoscenza profonda dell'essere umano, del profilo psicologico, degli stili di apprendimento e questo lo devono avere tutti gli insegnanti, altrimenti noi rischiamo una divaricazione, cioè che c'è un kit di insegnamento standard che arriva soltanto ad alcuni e molti restano indietro. Allora ecco quello che noi stiamo cercando come sforzo, di fare molte ricerche sulla didattica inclusiva per dare a tutti gli insegnanti anzitutto la capacità di comprendere chi hanno davanti, perché oramai in tutta Europa, in tutto il mondo si parla di personalizzazione o individualizzazione, ma per individuare e personalizzare occorre conoscere la persona che abbiamo davanti e sono tutte diverse. Gli insegnanti devono avere queste competenze pedagogiche e psicologiche. Donc je dirais c'est un plaidoyer pour trouver une solution individuelle et adaptée. Je ne sais pas, c'est peut-être trop iconoclaste, mais si cet enfant-là ne fait que cracher, ben peut-être ce jour-là, on fait un concours de crash. Je veux dire, comme ça, hein, c'est dans l'autre sens. Je crois qu'il faut arrêter de traiter, il faut agir autrement avec la différence. Je crois que c'est ce que vient d'être dit. Je vous en prie. Oui, en fait, ce que monsieur Raphaël dit, en fait, ça rejoint beaucoup aussi les travaux qu'on mène sur la différenciation pédagogique. Quand on pense à l'hétérogénéité de la classe, on voit pour l'enseignant une lourdeur, donc avoir à prendre en compte les besoins divers de chacun des élèves. Par contre, quand on analyse la situation, on se rend compte que certaines actions peuvent bénéficier à plusieurs élèves. On a beaucoup l'habitude chez les enseignants d'utiliser des textes écrits sur papier. Pour certains élèves qui ont une dyslexie ou qui ont une fatigue ce jour-là ou dont la langue française, dans notre cas, n'est pas la langue maternelle, ça peut être un défi. Si on est en train de travailler en histoire, pourquoi ne pas rendre disponible aux élèves un texte audio ou un texte en format vidéo? Donc, pour accéder à l'information, ça permet tout de suite de lever certains obstacles, lever certaines barrières. Il faut que l'enseignant soit vraiment au clair avec ce qu'il veut enseigner, ce qu'il veut faire apprendre, donc pour choisir justement le moyen qu'il va utiliser. Et également, dans les formations, on développe aussi des formations en ligne pour différentes matières. Et en fait, c'est en ligne, ça permet de rejoindre plus de gens sur notre territoire, mais aussi c'est filmé, donc ça peut être réutilisé dans
les rencontres entre enseignants ou avec les autres personnels. Et on insiste beaucoup sur offrir des choix à l'élève, utiliser des modes d'organisation de la classe divers. Ça peut être des diades où chaque élève explique à l'autre ce qu'il a compris. Donc, ça permet aussi de dégager l'enseignant pour aller intervenir auprès d'élèves qui ont plus de difficultés. Si les deux élèves font déjà un travail pour s'alimenter, aller plus loin en travaillant conjointement, un élève peut lire le texte à l'autre. Donc, il y a toutes sortes de modalités, en fait, à utiliser pour varier l'enseignement et rejoindre plus les besoins des divers élèves. Tout à fait, je pense que c'est là que le terme inclusion prend toute son ampleur. Hier, j'aimais beaucoup quand on nous a dit en Suède, on a tellement peur, on est tellement politiquement correct qu'on ne utilise même plus le terme inclusion. Je trouve que ça va peut-être un peu trop loin, mais l'inclusion, c'est pas seulement l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est faire une inclusion de la classe entière. Absolument. Il y a un bras qui se lève très haut là-bas. Vous avez déjà le microphone, je vous en prie. Oui. Bon. C'est ouvert, c'est ouvert. Bonjour. Frédéric Detchard de Toulouse. Vous êtes donc, pardon? Frédéric Detchard de Toulouse, inspecteur, conseiller technique auprès de la rectrice. Je souhaitais revenir sur la personnalisation évoquée par notre collègue italien et évoquée aussi par Alain Bourg. Je crois que c'est un fait indéniable, c'est qu'aujourd'hui, il faut être au plus près des besoins des élèves. Et dans la formation initiale, pour en avoir fait beaucoup auprès de stagiaires à l'ESP ou précédemment à l'IUFM, je crois qu'on peut donner un kit de première approche des handicaps ou des élèves à besoins particuliers aux enseignants de façon à ce qu'ils dégagent des gestes professionnels de base permettant effectivement de faire face et comprendre qu'ils vont avoir affaire à ces élèves-là. Mais tant qu'ils n'ont pas rencontré eux-mêmes des élèves avec des besoins particuliers et pour permettre la personnalisation, ça ne sert pas à grand-chose d'aller plus loin. Donc ce qui suppose qu'effectivement, au plus près des établissements dans lesquels ils exercent, on soit en capacité de les accompagner, parce que là, véritablement, il y a une nécessité, il y a un besoin qui est revendiqué et qui, à ce moment-là, peut porter ses fruits. Je pense que dans le kit de base, il nous semble important qu'il y ait 3 volets qui soient abordés. C'est celui du cadre. Effectivement, un enseignant doit comprendre que pour enseigner, il doit mettre en place un cadre qui autorise effectivement la prise en compte de tout le monde et en même temps l'expression de tout le monde. Il faut qu'un enseignant aussi s'autorise à être dans une relation avec les élèves, ce que je trouve les enseignants s'interdisent un petit peu trop cet aspect relationnel. Et pour être dans la personnalisation, il faut être dans la relation. Voilà. Et ça s'apprend, c'est un métier. Le métier d'enseignant s'apprend et indéniablement, je crois que notre formation de base au niveau français est insuffisante. D'accord, et le troisième point? Et ensuite, le troisième point, c'est la didactique. Et là, c'est important, c'est dans la formation de base, la didactique et les gestes adaptés à la prise en compte des élèves à besoins particuliers. Et c'est indéniable que là, il y a des didactiques spécifiques en relation avec la discipline Ça me semble tout à enseignée. fait pertinent. Et la question qui écoule de votre intervention? Donc, je voulais savoir si aujourd'hui, dans la réforme des SP, puisque je ne sais pas si Alain peut en parler, s'il est prévu effectivement un volet qui permette d'aborder plus précisément la formation de base pour ces enseignants-là. Donc, encore une question pour vous, Alain. Oui, alors sur la formation des SP, sur la réforme de la formation des enseignants, en fait. Alors, donc aujourd'hui, en France, les enseignants sont en alternance, avec une année de formation sur le terrain, dans une classe, à 50%, et le 50% restant, ils sont dans les universités à l'ESP. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous donner d'éléments sur la réforme. Je sais que Jean-Michel Blanquer envisage effectivement de faire évoluer cette formation des enseignants. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore d'éléments sur le contenu de cette évolution. Mais au vu, en tout cas, du colloque qui vient de se dérouler là en 2 jours, je ne vois pas comment la question de l'école inclusive et de l'éducation inclusive ne pourrait pas être insérée dans le cadre de la formation initiale des enseignants. D'accord. Malheureusement, notre temps pour cette table ronde s'est écoulé, mais nous avons encore une 4e table ronde où vous allez pouvoir poser des questions. Pour l'instant, je vous propose de faire un applaudissement d'enfer à Becky Benwell, Alain Bourg, Raphaël Chiambrone et Geneviève Bédard. Merci beaucoup. Et bien sûr à Isabelle pour cette formidable animation. Alors,
c'est justement du Canada qui venait cette idée-là que bien sûr il y a aussi un soutien digital qui peut apporter beaucoup de choses à cette grande volée qui est l'inclusion. Et alors avant de vous présenter, ou plutôt de vous présenter l'équipe qui va vous parler de la plateforme nationale de formation, une nouveauté dont vous allez tous raffoler, je vous le dis déjà, je voudrais profiter pour vous présenter autre chose, un autre outil qui peut être parfaitement adapté à l'école inclusive et à l'école en général. Alors, je ne m'étais pas vraiment bien présentée hier, mais je vous dis quand même maintenant, vous savez que je m'appelle Annette Garlach et dans ma vie de tous les jours, je travaille donc pour Arte, la chaîne européenne de télévision, et ça depuis la naissance. Et depuis 2 ans, je m'occupe au sein d'Arte de développement d'un formidable outil que nous avons mis en place qui s'appelle EducArte. Alors, juste petite question, est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà entendu parler de EducArte ? Si oui, ouais, waouh, ouh, donc on a fait un bon travail, parce qu'il y a déjà quelques-uns. Je vous l'explique très vite. D'ailleurs, il y a une bande-annonce de 2 minutes 26 sur Internet. Vous tapez EducArte sur YouTube, vous tombez tout de suite dessus. Je ne vais pas vous la faire passer parce que je voulais vous montrer autre chose. Vous allez voir un petit film. Mais vite, pour vous l'expliquer, c'est donc une médiathèque interactive qu'Arte a inventée. Il y a à peu près 1000 vidéos, donc 850 documentaires, tous avec cette formidable qualité Arte qui sont dessus. Ils sont uniquement à destination des écoles. Les écoles peuvent s'abonner, des écoles, des académies, des collectivités, des régions en entier. La région de Nouvelle-Aquitaine a équipé toutes ces écoles avec EducArte. Ça a un petit prix parce que ce n'est pas la télévision, la redevance, mais c'est un prix à part. Mais ce qui est formidable, c'est pas seulement une médiathèque où vous pouvez voir ces films, non. Vous pouvez travailler avec, vous pouvez les couper, mettre un nouveau son, le lier avec des contenus sur Internet, devenir donc extrêmement créative en classe. Et encore un autre avantage, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez partager cet extrait pédagogique que vous avez travaillé exactement pour votre classe. Vous pouvez les partager avec tous les autres utilisateurs d'EducArte en Europe. Et Dieu sait qu'il y en a parce qu'EducArte existe sur le marché français depuis seulement 1 an, mais aussi maintenant en Allemagne, à Luxembourg, en Belgique, bientôt en Autriche et au Maroc. Donc, c'est vraiment une communauté d'utilisateurs. Alors, où est l'intérêt particulier pour la communauté, on va dire, de l'éducation inclusive? Et il y en a plusieurs. Avant tout, donc, c'est une pédagogie différenciée, évidemment, un truc dont on raffole dans ce monde-là, qui est parfaitement possible parce que vous pouvez donner accès à un film ou un extrait juste à un petit groupe où vous pouvez aussi leur demander de visionner quelque chose à la maison parce que c'est accessible pas seulement à l'école mais aussi en route ou à la maison. Nous avons pas seulement des sous-titres sur chaque documentaire mais également des transcriptions avec la possibilité de faire une recherche par mots-clés dynamiques. Il y a des sous-titres pour malentendants. Et en 2019, on sera tout à fait cohérent avec la possibilité aussi de mettre des couleurs plus visibles, etc. Tout ce qui est nécessaire à la communauté des personnes à déficience auditive et visuelle. Voilà, exactement. Je suis désolée, c'est pas vraiment... Normalement, j'en parle en allemand de EducArte et pas toujours en français. On travaille aussi pour un lecteur d'accessibilité, pour ralentir la vitesse des vidéos, pour là aussi permettre, vous connaissez tout ça, je vois là en première, on connaît tout. Et donc, ça va être l'année prochaine un site 100% accessible. Donc, vous avez compris, c'est la possibilité, pas seulement d'augmenter la compétence médiatique de toute votre classe et d'un prof, mais aussi de travailler avec un petit groupe qui, par exemple, a besoin d'un film d'un niveau un peu moindre que le reste de la classe. Tout ça est faisable avec... De toute façon, vous le savez, nous n'allons pas échapper au digital. Et il va falloir que l'école, pas seulement en France, mais dans le monde entier, comprend que c'est une partie de l'éducation d'apprendre aux enfants de se servir de ces outils. Et justement, EducArte est une possibilité et nous avons filmé un petit usage de notre médiatique interactive dans un Ulysse en Alsace, à Strasbourg, à Schiltigheim. Et si tout va bien, maintenant la régie va vous montrer. Ça dure 7 minutes, vous le trouvez aussi sur notre chaîne YouTube sur EducArte, mais je vais vous montrer le début de l'accès parce qu'on comprend bien, c'est une classe d'autistes donc qui a travaillé avec EducArte. Donc si vous voulez bien nous montrer le petit film que nous avons sélectionné. Je m'appelle Christian, j'ai 13 ans, j'habite dans la favela de Cantagalo à Ipanema. J'aime surfer, jouer au foot et par-dessus tout danser. Bienvenue chez moi.
Ici au Collège Leclerc, nous sommes en éducation prioritaire et nous sommes en fait ravis d'avoir pu saisir l'occasion et l'opportunité de participer à l'expérience Éducarté. Je vais partir à l'école, suivez-moi. L'idée, c'était d'avoir un outil qui est ouvert, qui va nous ouvrir les élèves sur autre chose que juste une école traditionnelle derrière leur table. L'ouverture à l'outil numérique, l'ouverture aux médias. Et puis, dans le cadre de l'utilisation avec notre section Ulysse, eh bien, tout simplement, on est vraiment dans une école inclusive. On essaye d'avoir une inclusion et une intégration des élèves au mieux. Et là, l'outil était tout trouvé. Voici ma nièce. Je joue avec elle dès que je me lève le matin. Là, ce sont mes frères. Avec ma collègue de la classe Ulysse, nous sommes partis sur l'idée de créer un projet avec sa classe et de visionner toute la série Il, elle, à ton âge, de portraits d'enfants venus du monde entier. Le Passigno, c'est ça. Bah, il paraît qu'il aime surfer, jouer au foot et Allemand, il a dit un truc et en fait, il danse le Pachinko depuis 5 ans. Le Pachinko. Et vous trouvez qu'il danse comment? Il fait des claquettes. Il danse bien quand même. Ah bah il danse très bien. Hein. J'ai jamais dansé autant comme ça. Je sais pas danser la danse tchétchène, mais je vais apprendre parce qu'elle est trop bien. Quand j'ai découvert cette série, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. C'est des élèves qui ont beaucoup de mal à raconter des choses d'eux et à pouvoir exprimer des ressentis, à essayer de dire des choses qui les concernent. Et c'est vrai que c'était très émouvant dans cette série documentaire, c'est de voir la singularité de chacun des enfants, tout en travaillant, est-ce qu'ils nous ressemblent, est-ce qu'ils ne nous ressemblent pas, qu'est-ce qui fait que finalement on est tous des enfants, quels que soient les pays dans lesquels on habite. J'aime aller à l'école. J'aime l'éducation physique, la récréation, la cantine et la maîtresse. Sébastien, tu veux nous lire ce que tu as écrit sur tes petits post-it? Il vient de le dire tout ça. Par exemple, Éducarté, Christian, 13 ans, j'aime le foot. Non, c'est juste parce que ça prend trop de temps. Donc ça dure 7 minutes. Après, vous allez voir ces petits autistes, ils font eux-mêmes, ces élèves autistes font eux-mêmes un film où ils racontent leur lycée aux autres de l'école. Donc c'est vraiment du digital vers l'analogue, de retour vers le digital. C'est tout à fait ça, ce qu'on appelle l'interactivité de nos jours. Et donc je vous invite à découvrir Éducarté en YouTube. Et si vous voulez, vous m'appelez après, je vous explique plus sur ça si jamais ça vous intéresse. Mais maintenant, on passe à quelque chose qui est au moins aussi important que cet outil pédagogique, qui est donc la plateforme nationale de formation qui est en train incessamment sous peu de se mettre en place pour vous donner à vous tous l'accès qu'il vous faut quand vous vous posez des questions. Mais comment je vais faire pour me former? Et pour ça, j'attends donc, je vous demande 4 personnes de nous rejoindre ici, de me rejoindre sur scène. La déjà très bien connue Martine Carlio, Olivia Lemarchand, Thierry Lafaille, c'est ça, et Elisabeth Blintz. Merci de les accueillir avec vos applaudissements. Donc, l'équipe plateforme nationale de formation. Tout d'abord, Olivia, je vais vous prendre de côté. Vous allez vous choper un microphone. Le gris est toujours ouvert. Parce que donc, je laisse à Martine après le choix d'expliquer ce qu'ils font vos collègues. Venez un peu plus en avant. Vous êtes directrice générale adjointe de Canopé. Et Canopé est une institution extrêmement importante dans le paysage éducatif en France. Mais les amis venant d'ailleurs ne le connaissent peut-être pas. Donc, expliquez-nous juste avant, qu'est-ce que Canopé? Oui, merci. Donc, Canopé, c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et qui est chargé de proposer de façon complémentaire à un certain nombre d'autres actions qui sont à la fois conduites par le ministère de l'Éducation nationale et un ensemble d'acteurs, parmi lesquels les académies aussi, des ressources à destination des enseignants. Ça peut être tout, un livre, un film, Exactement. un audio. Donc voilà, vous procurez ces ressources-là à l'école. Voilà. D'où aussi l'importance dans ce rôle sur nos plateformes. Je vous laisse expliquer, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous avez tous ces microphones? Vous en avez plusieurs? Voilà, parfait. Bien, rebonjour à tous. Les mots que nous avons entendus durant la table ronde, diversité de la classe, formation nécessaire, responsabilité des enseignants, différenciation, nous laisse penser, nous laisse espérer en tout cas qu'on ne s'est pas trop trompé dans l'idée que nous avions dans la définition, la conceptualisation de cette plateforme. Alors que cette plateforme
D'abord, elle a un nom récent, hein, elle vient de naître. Elle s'appelle CAP École Inclusive. CAP, vous l'avez compris parce que c'est notre CAP. Vous l'avez affiché, non? Ah, non. Et donc, CAP, C-A-P, confiance, apprentissage au pluriel et partage, parce que vous l'avez aussi compris aujourd'hui, ensemble, il y a du partage et on a vu dans ce qui a été dit à la table ronde que c'était une dimension fondamentale. Alors, cette plateforme, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une réponse concrète que nous essayons d'apporter à l'ensemble de la communauté éducative, parce que nous avons bien compris, et cela a été confirmé, que ce sont tous les enseignants, mais pas seulement les enseignants, qui ont besoin à la fois de sensibilisation, on l'a dit, mais aussi de formation. Cette formation, bien entendu, il ne s'agit pas là de remplacer la formation initiale et ni la formation continue en présentiel, mais d'apporter une possibilité aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère, comme dit où elle est, Annette, du digital, j'adore le terme, nous appelons ça le numérique, à l'ère du numérique, d'apporter donc aux enseignants une formation rapide et on espère efficace. Sur quoi non, plutôt, cette plateforme, on l'a voulu en fait sur 2 leviers. Comme je viens de le dire, un levier numérique qui va, j'ai entendu parler de kit. Nous, on appelle ça le kit de survie, c'est-à-dire qu'un enseignant dans sa classe, on le sait, un jour il va avoir un élève avec certains types de besoins, de l'écriture, certains a dit hier, il faut que je mette en 48 et pas en 24 ou pas en 12. D'autres ont besoin d'adaptations beaucoup plus spécifiques. Cette plateforme, elle se veut répondre à cela, à la fois en kit de survie, allant jusqu'à un magistère. C'est-à-dire que si on veut approfondir sur à la fois un certain, par exemple sur les 10 ou sur d'autres troubles, entre guillemets, on peut aller les chercher. Le deuxième pilier, nous y tenions beaucoup, parce que nous croyons en l'humain. On croit qu'il n'y a pas de formation sans qu'il y ait du lien. On a parlé du relationnel tout à l'heure. Le deuxième pilier, et Alain Bourg a commencé à l'expliquer, c'est la ressource humaine. Donc 2 piliers, et vous allez voir que ça apparaît très clairement dans la plateforme, un pilier numérique et un pilier humain. Et je laisse la parole maintenant aux véritables experts de cette plateforme. Merci. Alors, avant de vous présenter plus dans le détail de la plateforme, un petit propos introductif, et puis on va vous présenter un film de présentation de la plateforme également, avant de rentrer un peu dans une navigation très rapide. On ne va pas le faire dans le détail aujourd'hui. On en est à un début, un prototype. C'est le résultat d'un travail collectif depuis plusieurs semaines maintenant. Chaque acteur jouant son rôle de contributeur dans le cadre de la production et de la conception de cette plateforme. Alors, le premier point de départ, avant d'engager les travaux sur la plateforme, a été de considérer qu'il fallait qu'on parte bien évidemment des besoins des enseignants. C'est à la fois une évidence et en même temps, on a souvent eu l'habitude, avant de créer des sites de référence institutionnelle, de partir du point de vue de l'institution. Donc, on a pris un peu de temps pour faire des études, une enquête, aller interviewer des enseignants pour bien diagnostiquer quels étaient leurs besoins. Donc voilà, sachez déjà que c'est le fruit et le résultat d'un temps d'écoute qui a permis d'identifier sur le fond et sur la forme à quoi il fallait que nous répondions. Cette première étape, du coup, nous a permis de dresser plusieurs lignes directrices dans le travail. Premièrement, et on aura l'occasion d'y revenir plus longuement, enfin précisément à travers la présentation d'Elisabeth Bins, de partir de l'observation de l'enseignant. C'est un point essentiel de la construction et de la proposition de la plateforme. Deuxièmement, d'avoir bien évidemment des contenus à visée pédagogique. Ce que les enseignants ont fait remonter par rapport à l'offre qui existait déjà autour de la problématique de l'inclusion scolaire, c'est que le propos était trop théorique, souvent même médical, et qu'ils avaient besoin de ramener ça dans leur action concrète de classe, et bien évidemment avec une visée pédagogique au centre de leur attention. Troisième ligne directrice, c'était d'avoir un site qui soit facile d'utilisation. Donc une navigation simple, vous le voyez au travers de l'architecture, il est assez réduit, ne veut pas dire réducteur, mais il y a quelques entrées pour bien identifier facilement l'accès du côté des enseignants.
Et enfin, la dernière dimension qui était importante, et Martine Caraglio a insisté sur ce dernier point, c'était effectivement de permettre à l'enseignant de trouver de l'aide et de le sortir de son isolement, qui était une fonctionnalité qui n'avait pas forcément été envisagée jusqu'à présent, mais on va jusque-là, c'est-à-dire que la plateforme propose un certain nombre de contenus, mais après cette utilisation, il faut que l'enseignant puisse aller plus loin et puisse être mis en contact avec d'autres, parmi lesquels les enseignants ressources qui ont été évoqués tout à l'heure par Alain Bourg. Avant d'entrer dans une présentation et une navigation de la plateforme, un petit film de présentation très très court de moins de 2 minutes a été préparé. Et si la régie veut bien le lancer, merci. Voici Louisa. Louisa est prof de SVT au collège Victor Hugo. Cette année, dans sa classe, elle a fait la connaissance de Ludo, un élève autiste. Mais Louisa a l'esprit tranquille, car elle connaît le site qui a répondu à toutes ses questions. Ce site référence est fait pour elle et pour tous les enseignants qui font classe avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cela lui a permis de mieux comprendre les difficultés de Ludo en classe, d'échanger avec des enseignants ressources et de trouver des outils pour adapter ses apprentissages. Voilà pourquoi tout roule pour Louisa et ses élèves. Parce que le plaisir d'être ensemble est partagé par tous. Alors effectivement, Louisa arrive en classe et elle connaît le trouble de Ludo, mais d'un point de vue éthique, peu importe l'étiquette, mais avant tout, ce qu'elle souhaite, c'est répondre au plus vite aux besoins de Ludo. Alors pour répondre aux besoins de Ludo, Louisa se connecte à la plateforme et dans un premier temps, elle se rend sur l'onglet « Observer » afin de pouvoir petit incident technique. Elle se rend sur donc, la plateforme et elle va sur l'onglet « Observer ». Elle est dans le second degré. Elle clique donc tout simplement sur « Second degré ». 5 domaines lui sont alors proposés. Mais ce qui inquiète plus particulièrement Louisa, c'est les méthodes et outils pour apprendre. On met des obstacles au fur et à mesure. Elle se reporte donc au domaine les méthodes et outils pour apprendre. Et dans ce domaine-là, il y a 5 domaines, elle n'en choisira que 2. Et dans ce domaine-là, elle choisit gestion de la tâche parce qu'effectivement, son élève rencontre des difficultés sur cet axe-là. Ensuite, elle ira dans le domaine la formation de la personne et du citoyen parce qu'elle s'est bien rendue compte qu'il n'avait pas tout à fait une posture élève et que ça lui posait des soucis dans son comportement quotidien. Et elle va donc cliquer sur l'axe posture. À partir de là, elle s'arrêtera à ces 2 domaines-là parce qu'elle a peu de temps et elle veut aller à l'essentiel, à ce qui l'inquiète le plus. Alors un petit récapitulatif sur la droite et elle cliquera sur « Compléter la grille ». Là, une petite série de questions va lui être proposée par rapport aux axes qu'elle a choisis, qu'elle a sélectionnés. Pour exécuter la tâche dans le temps imparti, elle dira « rarement ». Travaille seul, parfois. S'organise et planifie, rarement. Et puis elle se dira « je m'arrête là au niveau des questions » et elle passera à l'axe suivant. Par rapport à la posture, reste assis à sa place avec une posture adaptée à la tâche, elle répondra parfois. Et elle ira directement voir les résultats d'adaptation proposés par la plateforme. Alors un petit récapitulatif des besoins identifiés par rapport aux difficultés repérées. Elle aura les besoins principaux qui seront structuration du temps et structuration pédagogique, également les besoins secondaires. Structuration du temps est souvent associée à structuration de l'espace. Elle regardera les adaptations proposées et
finalement, elle cliquera sur « Organisation matérielle de la tâche ». Chaque adaptation correspondant aux besoins identifiés est présentée avec un tout petit visuel et un texte de quelques lignes. Le but est que l'enseignant ne se perde pas sur la plateforme, mais qu'en quelques clics, il ait les informations essentielles. Elle verra que l'organisation matérielle doit induire la tâche à réaliser et adopter toujours la même logique. Elle finira de lire ce petit texte et elle se dira « je veux en savoir plus ». Là, elle aura de nouveau un récapitulatif et très rapidement, avec des visuels, elle verra que systématiquement, pour organiser la tâche de Ludo, elle doit toujours organiser la tâche de droite à gauche. Pour renforcer cette logique de tâche, elle associera des couleurs. Donc l'élève ira de droite à gauche, mais ira systématiquement du vert vers le rouge. Et elle aura une organisation de la tâche par rapport à la planification et l'enchaînement des tâches dans une demi-journée, par exemple, mais elle pourra aller plus précisément à l'organisation d'une tâche unique. Et en 3 visuels, elle pourra voir qu'avant tout, organiser la tâche de Ludo peut se faire par un étayage de support. Elle met exactement les crayons de couleur dont Ludo a besoin à gauche. Le support a déjà les couleurs, donc le support va induire la tâche que doit réaliser Ludo. Et dès qu'il aura terminé avec les crayons de couleur, il les fera passer à droite sur la partie rouge. Elle pourra également se dire qu'elle peut induire la tâche avec un modèle ou avec du matériel. Pour retourner. Voilà. Ensuite, elle se dit, j'ai vu une adaptation, mais j'ai envie de parcourir toutes les adaptations. Donc pour ce faire, elle reclique second degré. Et en regardant les adaptations, elle s'aperçoit que, le collègue le disait tout à l'heure, que Ludo a des petits troubles du comportement et donc elle souhaite aller vers la rubrique apaisement sensoriel parce qu'elle se doute que l'agitation de Ludo est liée à son environnement. Et en 2 visuels, elle pourra voir qu'avant tout, il faut qu'elle aménage l'espace de Ludo, qu'il n'y ait pas de parasitage auditif et visuel, mais qu'aussi le siège sur lequel il est assis peut avoir une incidence sur la réalisation des tâches. Ainsi, elle pourra très rapidement accéder aux informations. Là, elle a des ressources qui n'empêchent pas, comme il a été dit précédemment, qu'elle pourra demander de l'aide et de l'accompagnement. Mais on voit bien que là, Louisa pourra sortir de ses inquiétudes et progressivement même être fière d'accueillir cet élève dans de bonnes conditions et de lui proposer un parcours scolaire qui lui permettra de réaliser les mêmes tâches que ses pairs. Voilà. Alors, on va continuer la navigation de Louisa. Je laisse Thierry Lafaye revenir sur la structuration principale du site. Louisa, comme on l'a indiqué tout à l'heure, peut aussi avoir envie de s'informer. Voilà, c'est un autre pilier de la proposition de contenu de ce site. Donc on est là sur une dimension plus générale. On va imaginer que Louisa souhaite disposer d'informations autour du trouble du spectre autistique, donc elle va cliquer dessus. Et là, on va proposer dans le même esprit que ce qui vous a été montré tout à l'heure, des ressources qui répondent aujourd'hui aux usages du numérique, c'est-à-dire des formats et des contenus qui sortent d'une approche textuelle et souvent riche et dense telle qu'on a pu les produire jusqu'à aujourd'hui. Donc là, sur ce cas particulier, Louisa va pouvoir d'abord découvrir, par exemple, un film d'animation qui place le trouble du point de vue de l'élève afin de mettre Louisa dans une posture d'empathie vis-à-vis du trouble que connaît et que rencontre son élève. Donc on a un film d'animation, là aussi avec des visuels assez ludiques. Ensuite, Louisa pourra aussi trouver des contenus, cette fois-ci plus d'experts, avec l'interview d'un expert qui fait des liens entre le monde médical et le monde de l'éducation. Elle pourra aussi, si elle a du temps en dehors de la classe, écouter une émission de radio, un podcast avec le regard croisé de 4 expertes de terrain
qui viennent parler de l'application de l'autisme dans la pratique et dans la dimension pédagogique. Ce propos étant toujours soutenu par du témoignage des enseignants, parce que ce qu'on a souhaité, c'est véritablement incarner les sujets au travers du besoin des enseignants, donc de leur parler par rapport à leur réalité de terrain. Et puis à partir de cette page, elle aura la possibilité de remplir une grille d'observation prédéfinie avec des axes d'observation qui concernent plus spécifiquement l'autisme. Voilà, elle va cliquer sur voilà, et vous voyez, elle a accès à une grille qui recense l'ensemble des axes d'observation et des adaptations possibles, avec la possibilité, bien évidemment, de le télécharger. Alors, Louisa aura trouvé un certain nombre d'informations, des propositions concrètes d'adaptation, de l'information un peu générale, mais si elle souhaite aller plus loin, si elle souhaite être mise en contact avec un certain nombre d'acteurs qui sont concernés par ces difficultés, Louisa va pouvoir aller chercher de l'aide. Il y a un petit moteur de recherche, comme on a l'habitude de le trouver nous-mêmes sur nos smartphones, où il suffit d'inscrire son code postal et d'accéder à une carte qui, autour d'elle, va permettre d'identifier déjà visuellement. On voit déjà que Louisa n'est pas seule. Louisa a un certain nombre d'acteurs autour d'elle. Alors, vous avez là aujourd'hui une typologie d'acteurs qui va, bien évidemment, d'acteurs que je vais qualifier d'institutionnels, avec les inspections académiques, un certain nombre de référents déjà que normalement elle connaît, ou si elle ne connaît pas, elle en prendra connaissance ici. Et puis, pour aller jusqu'au plus près, les enseignants ressources qu'évoquait tout à l'heure Alain Bourg, et qui va lui permettre de faire des échanges entre pairs, la création d'une communauté entre pairs pour les enseignants qui sont confrontés à des difficultés d'apprentissage de leurs élèves, voilà, était un point et un objectif essentiel de la plateforme. Donc là, vous avez sur le cas particulier une représentation assez visuelle et qui parle de façon très concrète à l'enseignante. Pour terminer, cette plateforme, vous l'avez compris, c'est un travail en fait depuis 1 an maintenant, on peut dire, depuis 1 an que nous y travaillons, et sa mise en œuvre, ce sera en septembre pour la rentrée 2019. Tous les enseignants y auront accès. Ben, je trouve que c'est une formidable initiative. On devrait applaudir toute l'équipe de Canopé, qui d'ailleurs sera maintenant disponible pour répondre toutes vos questions par rapport à cette formidable nouvelle plateforme. C'est en sortant, vous redescendez juste un escalier, et il y a un petit espace aménagé. Vous pouvez poser toutes vos questions encore concernant cette plateforme. Maintenant, c'est l'heure de la pause bien méritée, puis on se retrouve d'ici 20 minutes, vraiment pile s'il vous plaît, pour la poursuite de la 4e table ronde. Merci et bon café.